Cet épisode de balado est une présentation de EasySign. EasySign, c'est une solution de signature électronique 100% québécoise qui simplifie vos processus de travail. C'est une solution qui a été développée ici, donc pensée ici, qui respecte les lois locales et aussi les normes internationales. Bonne écoute! Le centre de l'entrepreneuriat dans les prochaines années ou du monde des affaires sera la création de contenu. C'est un gros take peut-être gros à statement. Dire. Si tu n'as pas réussi à m'intéresser dans les 3 premières secondes de la vidéo, je vais swiper et la rétention est très importante dans le succès futur d'une vidéo, dans l'algorithme. Les gens vont dire « Ah, le monde n'a plus d'attention maintenant. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, un contenu de 2 minutes, c'est un extrait de balado. Si chaque 5 secondes du 2 minutes est intéressant à suivre, je vais écouter le prochain 5 secondes. Immense succès, je trouve, qui est né de TikTok. Elle a fait des lives TikTok, des vidéos d'elle qui appelait ses fournisseurs, les mauvais coups, les bons coups. Aujourd'hui, quand même présente dans plusieurs magasins. C'est pas parfait dès le départ, mais tu vois, les gens, ils aiment ça regarder ça. Il est invité à LCN pour dire « Ce créateur fait 350 000 », ce qui est comme énormément d'argent. On dirait que là, ça fait juste jaser de l'argent, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière. Tu sais, moi, Lisanne Nadeau, le dernier article qui est sorti, justement, qu'elle charge X montant pour une publication, les stories. C'est vrai que c'est quand même cher, mais je suis comme crime, c'est Lisanne Nadeau. Jay Grandmont. J'ai dit Fetzer. Bonjour, bienvenue au podcast. Merci de me recevoir. Bonjour tout le monde. Alors, c'est notre 2e rencontre. Eh oui, eh oui. En fait, on s'est rencontrés plus souvent que ça dans la vie. Mais pour vous, chers auditeurs, comme dans un café avec Judy Fetzer, on a la rigueur et la qualité surtout. On a tourné un premier épisode hier. Effectivement. Et finalement, à la fin, on s'est rendu compte que si on était parti sur un autre angle, des fois juste de se changer de l'angle, comment on va le positionner, ça peut tout changer. Rebrasser les idées, rebrasser l'intention. Fait qu'on a fait une pratique hier. Ouais, et voyons-le comme ça, mais ça a comme brisé la glace hier. Oui. Puis là, aujourd'hui, c'est the one. Voilà. Donc, moi, pourquoi je t'ai invitée au podcast? C'est que je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ce qui est économie de créateur de contenu, la création de contenu, la place du balado dans tout ça, le contenu sur les médias sociaux. Et j'avais envie de parler avec un expert, donc je t'ai invité. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une genre de masterclass que tu vas leader. C'est ça la différence entre l'épisode d'hier et l'épisode d'aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est ça, en fond. Donc, ce ne sera pas une conversation sur l'influence à la création de contenu qu'on va avoir, mais bien toi qui vas partager avec moi en m'utilisant quelquefois comme exemple et aussi qui va partager avec nos auditeurs pourquoi je commencerai à faire du contenu. Est-ce que je peux être pertinent? Comment ça se bâtit une audience? Est-ce que ça se monétise? C'est quoi les opportunités qui peuvent arriver avec ça? C'est quoi les dangers des influences, des inspirations? Donc, je suis très excitée de tourner cet épisode avec toi. Mais moi aussi, je me sens d'attaque. Puis on dirait que c'est le fun de pouvoir leader ça. Puis parce que dans le fond, au quotidien, tu sais, j'enseigne, fait que c'est le fun. Je vais comme faire un cours privé. Une personne. Privé avec mes 4 millions d'auditeurs. Ouais, c'est ça, exact. Ben, on sait jamais. En création de contenu, on sait jamais. La vidéo peut atteindre qui et combien et quand et tout ça. Donc, ouais, ça se peut. 4 millions, imagine-tu. Donc, Jay, qui es-tu? Qui je suis. Je vais me présenter, puis la raison pour laquelle je suis ici, justement. Moi, je m'appelle Jay Grandmont, j'ai 30 ans, je viens de Montréal. Non, je fais pas mon vidéo d'audition d'Occupation Double, mais je suis agent d'artiste pour 2 chefs cuisiniers en ce moment, Amine Labi et Camilo Lapointe Nascimento. Peut-être connus sur les réseaux sociaux, peut-être que vous suivez aussi. Absolument. Donc, je me suis comme spécialisé par la bande là-dedans, mais auparavant, j'ai travaillé pour Production J comme agent d'influenceur, donc les participants issus de cette télé-réalité que pas mal tout le monde, je pense, connaît au Québec, qui est un phénomène quand même culturel, on s'entend, que tu as aussi... Qui est un phénomène culturel, télévisuel, mais qui a réussi, en étant très avant-gardiste, j'ai l'impression, de franchir la télé traditionnelle et de pénétrer le web aussi. Bien, je pense que c'est ça. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que le fait que le web existe comme il est présentement puis qui évolue au jour le jour, OD est venu s'imbriquer dans une discussion collective de
les gens en parlent sur le web. Ça a pris une ampleur démesurée. On se rappelle peut-être tous, en 2022, je crois, les commanditaires. Bon, il y a eu l'histoire aussi de l'émission, tu sais, l'intimidation, tout ça. C'était un des commanditaires principaux. Ah ben oui, c'est vrai, mais cette saison-là, tu sais, je savais plus les saisons pile poil, mais exact, puis ça a été vraiment une situation complexe. Bon, moi, j'étais encore employé à l'interne de cette boîte-là quand c'est arrivé, tu sais, puis pas me vertuer longtemps là-dessus, mais on a vu à quel point OD est un phénomène culturel. Absolument. Quand ça est arrivé. Parce que tout le monde, bien, sur YouTube, TikTok, faisait des vidéos là-dessus, en parlait, avait son opinion à dire, puis c'est devenu plus gros que nature. T'sais. Absolument. Fait que ça a été une grosse école quand même pour moi, que j'ai fait ça pendant presque 3 ans. Un métier qui est en constante évolution encore aujourd'hui, mais qui l'était encore plus il y a 5 ans, en 2020, quand j'ai commencé là. Puis beaucoup d'expériences acquises rapidement. Autant professionnellement parlant que personnellement aussi, le contact humain, c'est beaucoup de psychologie, la création de contenu, on va en parler, mais beaucoup de confrontation avec soi-même des fois aussi, puis des relations humaines. Absolument. Surtout en tant qu'agent d'influenceur, des fois 24, 25 nouvelles personnes à chaque année quasiment qui rentrent à OD, qui ressortent, puis qu'on rencontrait tout ça à chaque année, à chaque fois qu'ils sortaient chaque semaine. Bref, c'était quand même une grosse affaire. Et ça, depuis 2 ans, j'étais à mon compte. J'ai fait plusieurs conférences, infopresse, semaine numérique par rapport à TikTok, l'hypercroissance, médias sociaux, branding personnel, création de contenu. Et tout récemment, j'ai sorti une certification avec le Cégep de Trois-Rivières pour le marketing d'influence, donc une certification en ligne qui a fait aussi jaser dans les médias dans les derniers mois pour devenir influenceur. Mais tu sais, le terme devenir influenceur me fait des fois rire, mais tu sais, pour comprendre l'univers du marketing d'influence, autant du point de vue brand que du point de vue créateur, le but, c'est que tout le monde se comprenne. Puis moi, je me veux un peu un facilitateur là-dedans. J'enseigne aussi au collégial à André Grasset depuis presque 2 ans. Donc, je suis professeur à temps partiel parce que j'ai d'autres choses autour, mais le fait d'enseigner puis là de faire cette masterclass aujourd'hui, c'est comme une sortie de ma pause d'été. Là, je suis bien content. Ben c'est ça. Là, moi, je me suis dit, je vais me positionner comme le prof de Judith. Oui. Et justement. Est-ce que je vais avoir un examen après? Ben c'est ça. Là, moi, comme je veux dire, ce que je dis à mes étudiants au cégep, quand on arrive aux études supérieures, cégep, université, comme en création de contenu, c'est toi contre toi-même. Hein. Moi, je suis pas là en train de savoir si tu as fait tes devoirs ou savoir si tu appliques les notions qu'on aura vues aujourd'hui. Non, mais sans farce, c'est vrai, parce qu'en création de contenu, on est seul avec nous-mêmes. Oui, on a une équipe, on va en parler tantôt, on peut s'entourer, l'entourage, c'est hyper important. Mais quand on fait du contenu, souvent, on a le téléphone, on regarde nos affaires, c'est souvent très, très seul, ce monde-là. Oui. Et d'où l'importance de bien s'entourer. Donc oui, prends des notes, écoute, on va interagir, mais ça va être vraiment ça. Puis moi, ce qui me fascinait, c'est justement, tu disais au début, le balado, tu sais, tu te positionnes, c'est un projet aussi, c'est un projet de passion. Mais, c'est 100% un projet de passion. Mais qui, selon moi, ça se monétise déjà, mais ça va prendre de l'ampleur. Et pour moi, la prémisse que je veux amener aux gens, c'est, je suis sûr que ce projet-ci va t'amener d'ici quelques années 5 pas en avant de beaucoup d'entrepreneurs qui ont bâti des grandes entreprises comme tu le fais, qui ont beaucoup de vécu entrepreneurial, parce que je pense que le centre de l'entrepreneuriat dans les prochaines années ou du monde des affaires sera la création de contenu. C'est un gros take, peut-être, gros à statement. Dire. Je sais pas si statement. C'est un gros statement. Mais juste pour situer les gens, on est le 11 juillet. Hier, le 10 juillet, il y a le Times qui a sorti sa liste des 100 personnes les plus influentes. Et mon idole faisait partie de cette liste-là. Idole qui est? Steven Bartlett, Diary of a CEO. Il a fait un post là-dessus aussi. Il a fait un très beau post là-dessus qui me motive. En fait, j'ai pas besoin de motivation pour continuer parce que le podcast, le format comme ça, pour moi, c'est ça qui est facile. La portion qui est difficile, puis admettons, la portion qui pourrait être difficile habituellement dans un balado, c'est aussi, admettons, la création des extraits qui apportent de la notoriété, qui apportent des views. Et ça, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée avec des gens qui comprennent bien. Et ce qui fait en sorte que, oui, j'avais un nom, j'étais un mini peu connu, mais le fait que je travaille avec des experts dans la création de contenu par rapport au podcast, ben ça a beaucoup propulsé la notoriété du podcast dans les débuts. Où est-ce que moi, j'ai énormément de misère, c'est de, moi, me mettre de l'avant,
de sortir mon téléphone, de faire des stories, d'avoir la rigueur, de faire du contenu à chaque semaine sur LinkedIn. Date out there. Mais veux pas non plus avoir un podcast aussi, ça forme la carapace. Hein. Mais ça part. Donc, les gens, buckle up à la maison. Ça part. OK. En premier lieu, je pense que c'est important de définir c'est quoi la création de contenu. Oui. Un influenceur. Qu'est-ce que ce c'est? terme tant galvaudé dans les médias, qui n'a pas bonne figure, mauvaise presse des fois. Donc, je me suis penché là-dessus. Un créateur de contenu, selon moi, puis selon Google aussi, j'étais voir la définition juste pour voir si on avait la même affaire. C'est quelqu'un qui diffuse du contenu, justement, que ce soit du contenu écrit, podcast, des vidéos, des short form, long form, sur une plateforme, sur des plateformes, qui va se bâtir une audience et qui va acquérir au fil du temps un certain pouvoir de diffusion. J'aime le dire comme ça parce qu'un créateur de contenu, ça a surtout plusieurs chapeaux. Donc, on va dire concepteur. Moi, je parle du monde des agences un petit peu que tu connais super bien. Un concepteur, un scripteur, un éditeur, un diffuseur, producteur. Mon Dieu, un vendeur. C'est tout ça, un créateur de contenu, au final. Ça joue plusieurs rôles. Puis, la plateforme sur laquelle ils diffusent le contenu ou les plateformes deviennent monétisables quand il acquiert il acquiert un pouvoir de diffusion avec le temps, puis c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est souvent à ce niveau-là que les gens vont les voir, vont dire « Oh mon Dieu, telle personne a 400 000 abonnés, voyez-vous comment c'est facile? » Mais je suis comme « Oui, je comprends ce débat-là qu'on a en ce moment, la facilité du métier, mais ça a été long avant peut-être, mais tu le vois pas, ça. T'sais. Tu vois juste quand Lisanne Nadeau a 400 000 abonnés, mais ça fait comme quoi, 16 ans qu'elle fait ça. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut comprendre. Je pense que justement, Mr. Beast, il disait dans Diary of the CEO, My Beast, boy, Stephen Bartlett. Mais je pense qu'il disait que ça y avait pris comme 6-7 ans là, avant que ses vidéos commencent à dépasser 1000 views. Il a créé dans l'ombre. Puis aujourd'hui, il s'est rendu le plus gros YouTuber de la planète. Oui, puis Mr. Beast, là, j'avais vu ça en plus, je sais plus où, je pense un TikTok ou un repost, je ne sais trop quelle page, mais qu'il y a beaucoup de gens qui l'approchent, bien évidemment, pour avoir des conseils. Comme quand t'es rendu connu, t'es comme, comment t'as fait? Souvent, le monde se demande, là, nouveau métier, c'est facile, c'est payant, puis comment je peux faire, moi, avec pour le faire? Fait que comment toi, t'as fait pour faire ça? Je vais faire pareil, je peux le faire. Puis là, c'est comme, il paraît que tout le temps, fais 100 vidéos, là, va faire, produis-en 100, là, long form, short form, comme tu veux. Fais 100 TikTok, fais 100 vidéos YouTube. Là, après ça, quand t'en auras fait, tu me montreras, tu reviendras me voir, puis je te vais te dire mon conseil, mon meilleur conseil, tu sais. Mais commençons, les statistiques, 3 statistiques. Okay? 3 statistiques, parfait. On se dit qu'on en parlera de une sur les 3 si on veut élaborer, mais juste 3 statistiques. Non, mais pitch-les les 3 tout de suite. Près de 50% des jeunes veulent devenir influenceurs. Ça, j'ai entendu ça récemment. J'ai vu ça passer partout, à la radio. Bref. 33 milliards, marketing d'influence, dépasse le marketing traditionnel. Ça a été annoncé récemment, en 2025, au moment où on se parle. C'est fou, quand même. Et une que moi, j'adore beaucoup parce que c'est ma nouvelle passion, YouTube. YouTube en France, c'est plus écouté que la télé traditionnelle. Oui. Tu as vu ça passer, j'imagine aussi, ou peut-être je te l'apprends là, ou ça a été le sujet d'un de mes articles dans les affaires pour les 20 ans de YouTube en février dernier. Moi, c'est ça, je lis tous tes articles dans les affaires. Ah, t'es lu, pas vrai? Pas vrai? Pas mal. Mais on dirait qu'on sait jamais qui nous lit, mais je suis comme, moi, j'en sors je te lis pas mal tout le temps. Mais je suis content de savoir ça. Mais ouais, ça a été vraiment... Puis moi, avec Camilo, qui est beaucoup sur YouTube. Incroyable. J'adore son contenu. Oui. Camilo. Il est vraiment bon sur YouTube. Il est super bon. C'est un one-man army. Hein. Il sais. Filme, il édite, il est machine même. Comment tu fais? Il fait du vélo, il a sa cam de même. Je veux dire, le gars, c'est... Non, mais c'est fou. Oui. Puis moi, ça m'apprend beaucoup. Il m'a beaucoup appris. Il m'a fait écouter aussi le documentaire de Squeezie sur Prime. Ah, je vais écouter ça. Tu écouteras ça, tu vas honnêtement tomber en bas de ta chaise. Squeezie qui est, là, je ne veux pas me tromper, là, je pense qu'il est rendu le 2e plus gros YouTuber de France parce qu'il y a un Thibaut InShape, un YouTuber qui l'a dépassé. Mais au moment du documentaire, il était le plus gros YouTuber de France, dans les 18-19 millions d'abonnés, je crois. Mais et j'avais entendu le pourquoi du comment de YouTube, c'est parce que c'est la seule application payante que tout le monde a sur ses manettes maintenant. Oui. Fait que tu as Netflix, mais il faut que tu payes l'abonnement. Ah, podcast, t'as entendu ça? Oui. Je l'ai entendu avant toi. Non, oui, je sais, m'excuse. Vas-y, continue. Mais comme c'est l'application que tout le monde a sur sa télé, donc moi, j'écoute énormément de podcasts sur YouTube. Et moi, j'écoute ton podcast sur YouTube quand c'est filmé. Je pense que, il y en a plein d'autres aussi, mais je pense aux filles du 5 à 7 aussi que j'écoute leur podcast sur YouTube. Tu sais, quand c'est filmé, on dirait que si t'es chez vous, tout ça, tu peux l'écouter sur YouTube, ça peut être sur ton cell, tu fais d'autres choses en même temps. C'est le fun de voir l'image aussi. Absolument. Autant que l'audio est super le fun en voiture, ailleurs, en métro, peu importe. Mais YouTube pour les clips aussi.
le short form content, le contenu court. Tu peux décliner ça, puis un podcast de 2h30, tu peux avoir, je sais pas, là, tu sais, à Mané, tu peux en faire quasiment à l'infini, là, une vingtaine de clips, là, c'est pas optimal d'en faire non plus une trentaine, mais tu peux en avoir au moins 6-7 d'excellents, c'est sûr. Fait que ça, Il a dit 20 clips, Mathilde! ben, tu sais, ça pourrait se rendre jusqu'à 20. Moi, j'ai fait plusieurs balados au fil du temps, puis qui étaient filmés aussi, puis bon, j'ai ouvert une page TikTok que pour le marketing d'influence, là, que j'ai appelé Ton agent virtuel, là, qui est pas ma business en soi, mais c'est juste prodiguer des conseils, puis des extraits de podcasts que j'ai fait, des trucs d'enseignants que je vis au quotidien, documenter mon parcours plus professionnel. Puis, il y a des extraits que je mets, que je fais avec Opus Clip, vu que moi, je veux dire, je suis aussi seul là-dedans. J'essaie de les filtrer aussi. Opus Clip, c'est un AI qui filtre. Là, c'est pas tout le temps parfait. Là. Bien évidemment, ça prend le regard humain aussi. Mais ça me donne des clips. Puis j'en mets des fois sur mes pages. Puis ça me permet d'interagir avec du monde puis de prodiguer aussi des conseils via ça. Mais c'est pas du contenu que j'ai pris du temps à faire autre que de tourner aussi. Fait que c'est intéressant pour ça. Mais ouais, YouTube, on revient là-dessus. YouTube qui m'a beaucoup surpris parce qu'au Québec, YouTube n'est pas encore vraiment... pas mis de l'avant, mais il n'y a pas beaucoup de gros... Il y a des gros YouTubeurs. Il y en a qui vivent très bien de ça. Je pense à Gurki, une cocotte. Je sais pas si tu connais Cocotte. Non. Qui est une jeune... Mais je sais pas si c'est même... Gurki non plus. Gurki, qui est un YouTuber, je sais pas à quel âge, fin vingtaine, cumule, je pense, je ne vais pas me tromper, 1,7 million, là, peut-être que je me trompe, mais 1,6 million d'abonnés sur YouTube. Tu sais, c'est vraiment... Il fait des vidéos découvertes de restaurants, il fait des vidéos... il va cuisiner des choses loufoques, plein de types de vidéos. Puis lui aussi, il a commencé... Il n'avait pas tant de vues, maintenant, il a commencé à avoir des vues, tout ça, du monde qui s'intéresse à lui. Puis, tu sais, il voyage beaucoup en France. Il y a beaucoup un gros public français sur YouTube, il faut dire. Là, la population quand même francophone qui est plus grande là-bas qu'au Québec. Mais YouTube, j'ai l'impression que même pour l'industrie de la télé, qui est en train, on va en parler, la crise des médias, tout ça, tu sais, il y a des films intégrales sur YouTube, il y a des séries québécoises. Moi, j'ai écouté des documentaires de Télé-Québec qui ont mis sur YouTube intégralement. Tu sais, j'ai pas le câble chez moi, je paye des plateformes, bon, Crave, tout ça, Netflix. Mais YouTube, c'est fou parce que sur ma télé, j'écoute ça, puis il y a des trucs vraiment de qualité, tu sais. Puis il y a beaucoup de streamers sur Twitch. Tu connais peut-être la plateforme Twitch. Je pense à Matt Pellerin, entre autres, le copain de Claudie, qui a fait d'Occupation Double, que je connais bien aussi, que je salue. Mais lui, Matt, c'est un entertainer né. Là. Il fait du streaming 10 heures par jour. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, il stream puis il réagit à des affaires. Il va gamer. Tu sais, Twitch, c'est une plateforme qui a été connue pour ça, là, pour des gens qui jouent aux jeux vidéo puis qui se filment en train de jouer. D'ailleurs, Squeezie a commencé sa carrière un peu comme ça, dans sa chambre. Tu sais. Dans le documentaire, c'est vraiment fou comment tu vois son setup de très, très basic. Là. Puis bref, mais Matt, il filme son Twitch, mais il le diffuse sur YouTube après. Ses réactions, par exemple, à un souper presque parfait, il va le mettre sur YouTube, puis là, il monétise YouTube avec ses trucs. En même temps, il monétise son Twitch. Ça peut prendre de l'ampleur quand tu y penses. Là. Avec un même contenu que lui, il va se streamer pendant peut-être 10 heures, mais il va faire 4 vidéos YouTube avec ça. T'sais. Assez impressionnant. On a fait la définition d'un créateur de contenu, les plusieurs chapeaux. Maintenant, les catégories de créateurs de contenu, si on avait à les classer, connais-tu les catégories d'influenceurs, de créateurs de contenu? Ben, mettons wellness, éducation. Ça, oui, je vais refaire ma question peut-être, mais on va dire les types de... Ça, c'est vrai, c'est des niches de contenu. Mais les catégories, si on avait à les quantifier, puis là, on n'est pas peut-être de commun accord de tout le monde, on parle beaucoup en termes d'abonnés. Moi, je veux dire aussi, c'est important de regarder l'engagement des créateurs de contenu. Tu peux avoir 400 000 abonnés puis avoir aucun engagement avec ton audience, puis ça veut pas dire que tu es un grand créateur, mais quand on parle nano-influenceur, micro-influenceur, méga-influenceur, personnalité publique, là, je mixe influenceur, créateur de contenu, mais c'est des catégories qu'on entend souvent en termes d'influence. Quand on acquiert ce pouvoir de diffusion-là, il y a une influence qu'on peut avoir aussi, puis c'est catégorisé comme ça. Donc, tu sais, nano-influenceur, c'est... je me considère quasiment là-dedans à certains niveaux. Tu sais, c'est en bas de 10 000 abonnés, nano-influenceur, on va catégoriser ça comme ça. Micro-influenceur. Fait que je suis une nano-influenceur. Nano-influenceur, mais moi, je te dirais même peut-être micro-influenceur. Tu sais, moi, à certains égards, sur TikTok, je fais du contenu, j'ai 13-14 000 abonnés. Micro-influenceur, tu sais, je commence à avoir des invitations à des endroits, bon, des compagnies qui m'écrivent pour des collaborations, tu sais, pas à chaque semaine, je peux pas en vivre de ça, mais moi, ça me convient bien avec mon écosystème de vie aussi, tu sais, j'ai pas juste ça. Donc, micro-influenceur, on va en reparler, mais quand même, une catégorie d'influenceurs des créateurs de contenu qui est très, très à la mode, je veux dire ça comme ça, que les marques adorent parce que beaucoup de proximité avec leur audience, puis il coûte moins cher. Coûte moins cher, souvent. Bon, il faut savoir se vendre aussi, puis si on veut revenir, mais il faut savoir combien ça vaut le travail. Quand on fait du travail, puis un reel, puis un contenu, des fois, il ne faut pas donner ça gratuit. Là. Mais quand même, puis les compagnies voient beaucoup de bons résultats parce qu'aujourd'hui, l'algorithme, avec la TikTokisation du contenu, qu'on voit du contenu d'une personne qu'on ne suit pas, bien, si la personne fait du bon contenu,
Mais la compagnie, au-delà des abonnés que cette personne a, va pouvoir peut-être avoir, on ne sait pas, 150 000 visionnements, beaucoup plus qu'espéré. Alors qu'à l'époque, dans les années, on va dire 2018-2019, Instagram, comment c'était? Ben, si tu avais des abonnés, les gens voyaient ton contenu, tu avais une valeur. Tu avais 150 000 abonnés, mais c'est comme, c'est ma communauté. Aujourd'hui, les abonnés, je ne vais pas dire qu'ils veulent rien dire, mais c'est pour ça que je mets un bémol là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que je pense que avant, est-ce que je me trompe, mais avant, comment c'était facile de... Puis la TikTokisation du contenu, TikTok a développé un algorithme pour faire en sorte que tu sois abonné ou non à la personne. Si l'algorithme pensait que c'est du contenu qui pourrait t'intéresser, ben, il allait te le proposer. Puis si tu t'engageais avec ce contenu-là, ben, il allait te proposer plus de contenu dans cette direction-là. Fait que, mettons, si tu aimes Taylor Swift, ben, tu peux rester dans cette loupe-là pendant longtemps sans être abonné à aucune de ces pages-là. Si tu aimes Taylor Swift, habituellement, tu vas être abonné à ces pages-là. Pareil, là. Les Swifties. Ouais. C'est quand même... Tu sais, Swifties. Des Swifties. Oui, ma fille, c'en est une. Ils sont intenses. Fait que nous, par exemple, il y a certaines vidéos qu'on peut publier qui vont avoir 1,5 million de views. On a à peu près 4000 abonnés, tu sais. Sur TikTok, sur TikTok. Ouais, il y a des Reels qui ont... des Reels, mon Dieu. J'ai des TikTok, des vidéos short form qui ont beaucoup... je pense, entre autres, Florent, je pense qu'il y en a un. Marcus aussi, tu sais, il y a des... Non, il y en a, oui. Il y en a plein, là. Oui. Mais c'est ça, les gens... puis après ça, LinkedIn s'est mis à faire ça parce que là, tu n'as pas besoin non plus d'être ami. Pas nécessairement, non. Là, maintenant, même si tu vas pouvoir te faire découvrir. Moi, il y a plein de monde que je découvre à cause qui publie du contenu, puis je vais m'abonner parce que c'est intéressant, même je les suivais pas nécessairement à la base. Instagram a pris cette voie-là depuis 2 ans. 100%. LinkedIn, ce qui est le fun aussi, c'est le commentaire. Là, un détail important, quand on commente la vidéo de quelqu'un, ben souvent une personne qu'on va connaître qui commente la vidéo d'un créateur ou d'un post d'un créateur, ça va apparaître dans notre feed. Fait que là, c'est comme moi, je connais beaucoup de monde que je me suis abonné parce que quelqu'un que je suis ou avec qui je suis connecté a commenté une publication de quelqu'un que je ne suivais pas. Puis je suis comme, je m'abonne à cette personne. Donc, le pouvoir du commentaire. Ouais. Je vais y revenir. Mais ouais, c'est ça, exact. Fait que, je voulais dire les catégories pour qu'on soit sur la même page, ceux qui écoutent à la maison ou peu importe où vous êtes. Tu sais, savoir un peu à quoi s'attendre. Tu sais, autant d'un point de vue marque qu'un point de vue créateur. Savoir aussi dans quelle catégorie on joue, des fois, dans quelle sphère on joue. Tu sais, si on a 150 000 abonnés, bien évidemment, on comprend l'écosystème, mais aussi savoir si 150 000 abonnés, il y a du monde qui vont vivre très bien de ça, puis il y a du monde qui ont un gros nombre d'abonnés, mais qui n'ont pas trouvé comment monétiser leur plateforme. Ça, c'est dommage parce que ben, souvent, tu as de quoi entre les mains que tu n'arrives pas à comme. Tu le twists de plein de façons, tu n'arrives pas à la monétiser. Je trouve que c'est dommage parce que ben, c'est le but des fois de vouloir monétiser ça puis le faire bien. Puis il y a des gens qui sont pas outillés pour le faire puis qui font du contenu, ils ont du plaisir, mais qui ont toujours leur job 40 heures semaine puis grand bien leur en face. Là, c'est drôle ce que... Ben, c'est pas drôle ce que tu dis, mais c'est pas drôle à ha-ha. Là. Non, mais quand... chez Cookit, on a lancé En fait, Laurence, qui est mon ancienne directrice marketing, a lancé le programme d'influence, qui était le plus grand programme. Je pense que ça a été le plus grand programme d'affiliation qu'on a eu au Québec. On était parmi les premiers, puis on avait vraiment développé un écosystème autour de ça. Elle avait bâti une équipe autour de ça. Il y avait vraiment. Puis justement, à cause qu'elle venait. Elle comprenait bien cet écosystème-là parce que Laurence, elle était nano-influenceur. Donc, elle était habituée de créer du contenu. Elle en faisait déjà, oui. Oui. Puis, tu sais, c'était au tout début, là. Mais, tu sais, à ce moment-là, là, des codes promo puis des trucs comme ça commençait. Là, les swipe-up. Dans le temps, c'était swipe-up sur Instagram. Ça avoir 10 000 abonnés pour swipe-up, là, la gang. Et... Ça fait longtemps dans notre tête, mais... Et pour nous, je pense que c'était un tiers, un quart des clients qui arrivaient chez Cookit qui venaient du programme d'affiliation. Et ça pouvait être quelque chose pour les créateurs de contenu qui était extrêmement payant. Mais nous, on voyait les chiffres derrière. Honnêtement, ça doit être fascinant à regarder. Moi, je suis prête de même pendant des heures. Je suis un peu geek là-dessus. J'ai encore ces fichiers-là, si tu veux. Mais il y a des gens que tu disais que, OK, cette personne-là va convertir en tabarouette. Et alors que non. Alors que non. Puis après ça, il y avait des gens avec qui on faisait affaire avec eux parce que eux, ils convertissaient en malade mental. Comme steady, genre. Ouais. C'est qui, tu penses, la personne qui convertissait le plus pour Cookit? Ben là,
je suis biaisé peut-être. Moi, avec Cookit, pas directement avec toi, mais on a collaboré quand j'étais avec J'influence, avec OD, puis il y en avait. Moi, j'en voyais aussi. Je voyais les états de compte qu'on faisait. Sans dire de mon temps, je pense qu'une fille comme Claudie Mercier a beaucoup converti, même souvent, dans les bonnes une grosse période quand même. Celle que je me rappelle vite comme ça, il y a une fille comme Rim aussi qui a déjà fait du Cookit, qui a bien converti, mais vite comme ça, je pourrais pas te dire. Peut-être qu'il y a des gens que je m'attends même pas que tu vas me dire que... C'était Kim Demers, nous. Oui, oh mon Dieu, oui, Kim Demers, oui. Kim Demers, là, c'est c'est la queen de la conversion. Incroyable. Je pense qu'elle nous a apporté 1/30 des clients de toute l'histoire de Cookit. Mais elle a fait beaucoup d'argent, mais Cookit a fait beaucoup d'argent c'est ça, aussi. parce que les deux sont gagnants dans la filiation. C'était un win-win-win. Le client avait un rabais, Kim faisait un... Mais c'était fou quand même. Puis il y a d'autres mondes qui avaient du super beau contenu, qui sont très connus, très populaires, mais qui ne convertissaient pas. Puis eux, on continuait à travailler avec eux autres parce que, justement, eux, c'était pas nécessairement de la conversion, mais c'était de l'awareness, donc la notoriété. Il y avait un besoin, il y avait quelque chose quand même. Ils arrivaient à différents niveaux quand même. On le savait dans l'entonnoir du marketing. Tu as comme la notoriété, puis à la fin, tu as la conversion. Puis après ça, tu as la rétention. En tout cas, bref, on ne refera pas le on va pas le refaire aujourd'hui, OK, tout le monde, mais une prochaine épisode. Tu vois, je suis une fan de Lisanne Nadeau depuis absolument toujours. Bon choix. On est des sœurs cosmiques. OK. Ensuite, Léonie Pelletier fait partie de mes créatrices de contenu préférées. Okay. Toi, je la connais pas. Tu connais pas Léonie? Ah, Léonie, j'ai compris Lily Pelletier. Léonie, on se connaît, je la connais personnellement aussi. Créateur de contenu sur... Mais qu'est-ce que t'aimes suivre? Parce que, tu sais, après ça, quand je les ai classés par catégorie niche, mais qu'est-ce qui fait que est-ce que tu as beaucoup de divertissement? C'est plus des conseils, c'est plus du... Mais c'est tout ce qui est développement personnel. Ça, c'est une catégorie qui est très présente sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui est entrepreneuriat, coaching, Parlant de développement personnel, là, c'est une parenthèse, mais il y a un livre que j'ai lu. Je ne sais pas si tu connais David Bernard. Connais-tu? Oui. J'ai lu un de ses livres, Créer un impact. Puis là, je l'ai ressorti chez nous hier. Je l'ai oublié, en tout cas, je ne l'ai pas là, mais ça fait déjà quand même plusieurs années. Mais je ne sais pas pourquoi ce livre-là avait éveillé en moi quelque chose de développement personnel. Tu sais, on parlait un peu de santé mentale tantôt, mais créer un impact, moi, ça a été comme celle-là encore, mon motto sur les médias sociaux, tu sais, créer un impact. Tu sais, j'aime ça parler, j'aime ça connecter, mais on dirait que sentir que tu as créé quelque chose, connecte avec les gens, bref, un livre, je te suggère, si jamais. Mais c'est vraiment un excellent livre, puis développement personnel, ça me fait penser aussi à ce créateur-là. Mais sinon, quand je te dis, exemple, Antoine Bécote, est-ce que tu connais? Non. Émile Lalune, peut-être? Oui, je l'ai connu à Big Brother. OK, mais c'est correct. Ben, ça y a apporté une visibilité. I'm such a boomer! Non, mais ça y a apporté une visibilité. Elle s'est rendue loin quand même. Là. Je pense, j'ai pas écouté tous les épisodes, mais elle s'est rendue, si je me trompe pas, à la fin, top 5 en tout cas. Puis, mais bref, deux créateurs qui ont connu une croissance retentissante dans deux moments différents. Antoine Bécote, il a les cheveux longs, il a une moustache, il est souvent très, très volubile, fait des reviews, des dîners chipette. Il fait ses petits dîners, comme ceux qui le connaissent vont pouvoir commenter, mais il était connu comme ça. Moi, ça me fascinait parce que je me rappelle plus le moment, je pense que c'était mois d'août 2022. On va dire ça de même, là, je suis plus trop sûr, mais bref. En l'espace de 2 mois, il a gagné comme 300 000 abonnés. Et qu'est-ce qui a fait de son succès, tu penses? Moi, je pense vraiment que c'était quelque chose qui... En fait, je vais le dire, mais il était tellement lui-même que les gens, en fait, « Hey, j'aime ça, je veux être son ami. » C'est ça que les gens disaient, c'était comme « Je veux être son ami. » T'as l'air tellement drôle à côtoyer. J'ai eu la chance de le rencontrer dans divers événements qui étaient invités. Tu voulais-tu être son ami dans la vraie vie? Oui, bien, tu veux plus être son ami sur les médias sociaux? Ben moi, j'ai connecté avec lui, puis dans le sens... Non, mais dans la vraie vie, je l'adore. Il est pareil dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le meilleur commentaire, je pense, des fois qu'on peut entendre. C'est quand on est pareil dans la vraie vie que sur les réseaux. C'est comme la consécration, quasiment en tant que créateur. Je pense que t'es sur les réseaux sociaux, tu rencontres un fan ou quelqu'un qui te suit, puis c'est comme, wow, il était pareil dans la vraie vie. Ben, c'est ça que tu veux, en fait. Tu veux pas être deux personnes différentes. Mais Antoine, il était vraiment pareil. Puis, tu sais, c'est une personne souriante, je pense, joviale. Puis, il avait juste envie de partager ses astuces de lunch cheapette au début. Il faisait, bon, on va faire un petit dîner. Personne n'a le goût de manger. Le midi, quand on travaille, télétravail, il part. Puis, tu sais, il fait ça. Puis, il a fait d'autres choses après. Mais il a vraiment comme eu un gros succès. Puis, moi, j'étais le même. Ben, tu vois, cette personne-là, si la passion reste là-dedans, s'il aime ça, ben, il va rester un créateur de contenu. Il va pouvoir monétiser ça. Puis il en a parlé dans certains balados. Fait que tu penses que c'est, de 1, la fréquence, de 2, la personnalité de la personne. Ça, c'est deux aspects très importants, évidemment. Puis, le charisme à travers la caméra. Puis tu
sais, mettons, Laurent Dagenet, on s'entend qu'il y avait quand même une signature qui était assez unique, là, dans le sens que, tu sais, comment il ouvrait ses bouteilles d'huile d'olive, tu sais, il s'allumait un spliff, tu sais. Mais ça, il arrive sur le tard, hein. Puis j'ai la chance de le connaître, comme, tu sais, Laurent pourrait te le témoigner, mais il vient de Boucherville, où j'ai grandi aussi, puis il connaît bien les amis à mon frère, tu sais. Bref, je le connaissais avant aussi via des amis communs. Okay. Puis, mais tu sais, il n'a pas fumé des spliffs ou des joints dans les débuts avec ses vidéos, là. Tu sais, je pense qu'il s'est affiché comme ça aussi au fur et à mesure de la création de son branding personnel. Fait que c'est devenu plus... OK, intéressant. Mais Laurent, moi, j'appelle ça de la cuisine divertissement, au même titre que plusieurs créateurs, ça a émergé sur les réseaux sociaux, la cuisine divertissement. Tu sais, tu peux pas vraiment refaire la recette en voyant la vidéo de 60 secondes. Si tu as la liste d'ingrédients, tu peux réessayer chez vous. Essayer à la maison, vous me direz que ça a réussi. J'ai essayé de faire des recettes des fois de créateurs. Autant Amine, là, que je connais personnellement depuis des années, des fois, je suis comme, ça va bien trop vite, je sais pas. J'ai fait une bisque de homard, j'ai explosé ma cuisine. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Mais c'est la cuisine divertissement. Okay. Puis les gens aiment ça va vite, c'est le fun, puis le charisme transparaît comme ça. Bref, dans le divertissement, 2 noms quand même que j'aime bien suivre. Émile Lalune, qui est enseignante, qui était enseignante, qui a fait beaucoup de sketchs, qui est devenue ultra connue maintenant, qui a des chroniques à 98.5 FM avec Philippe Quentin durant l'été, les mercredis matins. Tu vois à quel point ça peut t'amener ailleurs. Elle fait de la radio, un média trad, mais quand même un gros média traditionnel, 98.5, une grosse chaîne de radio. Donc, quand même intéressant pour ça. Si je te dis Joanie Dargis, Pixiou, Jake Carl, Midday Square, oui. Entrepreneur, tu me vois venir. Rapidement, Joanie, une fille qui vend, on va dire, des pinces à cheveux, mais elle vend beaucoup d'autres choses aussi, mais elle a commencé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, en montrant son behind the scenes de jeune entrepreneur. Elle avait 20 ans, je pense, à l'époque. Comment elle voulait créer une compagnie de pinces à cheveux. Vraiment, comme c'était ça au début. Puis elle a comme commencé à montrer, elle a fait des live TikTok, des vidéos d'elle qui appelait ses fournisseurs, les mauvais coups, les bons coups. Aujourd'hui, quand même présente dans plusieurs magasins. Je pense qu'avant, en ligne, aux États-Unis aussi, bref, immense succès, je trouve, qui est né de TikTok. Moi, j'ai beaucoup documenté ça parce que j'étais comme, c'est pas parfait dès le départ, mais tu vois, les gens, ils aiment ça, regarder ça. Même chose pour Jake Carl avec la compagnie Midday Square, que tu connais peut-être, que vous connaissez peut-être aussi, qui montre les débuts, puis qui sont rendus aujourd'hui à genre 135 000. Là, je le suis, fait que j'ai l'air encore une fois bien geek, mais 135 000 barres produites par jour, tu sais. Puis il le documente souvent, tu sais, ce narratif-là de on est parti de rien, dans notre cuisine. Mais c'est ça, en fait, puis ça, c'est le hook, là, c'est l'accroche. C'est que l'accroche. Ouais. Puis je sais pas comment on pourrait, pour un non-expert de médias sociaux comme moi, mais je sais pas comment on pourrait expliquer c'est quoi l'accroche, mais tu sais, c'est que tu commences à peu près toujours tes messages de la même façon. Un sujet qui me fascine aussi, l'accroche. Je peux te l'expliquer si tu veux. Oui, vas-y. Oui, parfait. mais J'étais à la veille de le chat GPT. C'était comme... Mais non, mais l'accroche, puis tu sais, après ça, il y a plusieurs définitions, mais l'accroche, en fait, c'est sur les médias sociaux, on a une attention tellement courte, vous le savez. Quoique le contenu long est de plus en plus intéressant maintenant, puis on l'écoute, mais le contenu court, c'est que si tu n'as pas réussi à m'intéresser dans les 3 premières secondes de la vidéo, je vais swiper. Et le swipe, le défilement est très important dans l'équation parce que la vidéo, le temps d'écoute, le temps de visionnement moyen d'une vidéo, autant sur TikTok, sur YouTube aussi, la rétention. La rétention est très importante dans le succès futur d'une vidéo, dans l'algorithme. Moi, je ne suis pas l'expert des algorithmes ici, là. Il y a peut-être d'autres qui sont programmeurs qui pourront le savoir, mais ça joue beaucoup. Puis si les gens swipe rapidement quand ils écoutent ta vidéo, ben tu n'as pas une bonne accroche. Donc, tu veux avoir une accroche. Souvent, l'accroche, les gens ont commencé avec des 3 choses que tu dois savoir sur ça. Là, c'était populaire 2021. Oui, c'était le clickbait. Clickbait. 3 choses que j'ai apprises. Et tu ne devineras jamais le 7e. J'ai essayé ça, moi, en 2021. Là, j'avais lu le Harvard Business School, les 150 conseils du Harvard Business School. J'ai un petit livre, là, en tout cas, bref. Puis, j'ai comme 3 conseils entrepreneuriales. Puis, tu sais, c'était... Hop, ça cache. Je voulais me servir de l'eau. Puis bref, tu sais, j'essayais ça, mais ça fonctionne pas tout le temps. Ça dénature un peu le contenu. Aujourd'hui, les accroches, des fois, c'est des loops qu'on va vouloir faire. La fin est comme le début. Ouais. Le but, en fait, c'est que chaque seconde de la vidéo soit bien construite afin que j'ai le goût de regarder la prochaine seconde. Dans le contenu long, les gens vont dire « Ah, le monde n'a plus d'attention maintenant. » Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, un contenu de 2 minutes, c'est un extrait de balado. Si chaque seconde ou chaque 5 secondes du 2 minutes est intéressant à suivre, bien, je vais écouter le prochain 5 secondes. Je vais écouter le prochain 5. Puis à un moment donné, je vais faire quoi? Ça fait 5 minutes, j'écoute cette vidéo-là. J'ai écouté un balado, mais tu sais, le balado dure 2 heures ou 1h30. Mais on pense à tort que les gens n'ont pas d'attention, alors que finalement, c'est juste de savoir comment jouer avec. Puis tu vois, c'est drôle parce que ce matin, j'ai reçu Étienne Boulay et il me disait hey, c'est vraiment bon ton balado. Puis j'étais comme ah, tu l'as écouté? Puis il était comme ben j'ai écouté les Reels. Mais c'est ça. Mais il y a plein de balados. Aussi, je pense, on écoute avec des extraits. Puis, tu sais,
c'est grande correct. fan de 5 à 7 podcasts. Des extraits. Mais je pense pas que j'ai jamais écouté un épisode au complet, mais je connais super bien les filles, puis ça fait des mois que je suis leurs extraits. Mais puis ça a été une grande source de leur succès. Je les salue, Rose et Jess. J'ai été à leur podcast aussi, ça va être ça, mais ça a été un épisode Patreon. En tout cas, il n'est pas sorti. Mais juste sur Patreon. Mais on parlait de marketing d'influence aussi, mais les deux filles qui ont commencé leur podcast sans m'évertuer longtemps sur eux, là, mais sur elles, mais à l'université, là, c'était un projet universitaire. Là. Leur balado 5 à 7, là, puis sont devenus connus les deux séparément sur leur propre plateforme. Mais moi, ça encore, la seconde où j'ai vu l'épisode avec Olivier Primo, là, les gens vont vraiment dire, écoute, le gars, il est tout le temps sur son sel. Mais oui, c'est ça ma job. Mais j'avais écrit à Jess Pirot, je suis comme, super bon épisode d'Olivier Primo. Mon Dieu, vous avez réussi à avoir cette personne-là, qui est quand même connue. Puis j'étais comme, félicitations, tu sais. Good job. Moi, c'est une des choses que je veux dire aussi, c'est interagir avec les gens, les féliciter du monde. Tu penses-tu à cause que toi, tu as commenté sur ça, que je leur ai écrit en privé même. Qu'au final, c'est comme ça que tu t'es ramassé invité sur leur balado? 100%. Ouais. J'ai remarqué qu'en création de contenu, puis c'est un de mes points que je veux dire, une autre leçon. Là, on est rendu à la leçon. Ben là, 2. j'ai inversé la leçon 4, puis tout là, on a fini comme la 2. Là. Je voulais te parler de pourquoi créer des histoires de créateurs. J'en avais d'autres que je peux énumérer. Farnell Morisset, Michel Hood, que tu connais peut-être, en vulgarisation. Michel Hood, qui est la fille de Pierre Hood, qui fait de la vulgarisation sur la santé, dans le milieu de la santé, en fait. Farnell Morisset, qui est un gros acteur en ce moment du milieu de la création de contenu, qui est un avocat, ingénieur, qui vulgarise du contenu de manière très, 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 très bien. Genre, je trouve qu'il s'exprime super bien. Il explique beaucoup de sujets complexes à comprendre sur TikTok, Instagram, puis ça a permis à des gens de s'informer encore mieux, tu sais. Fait ça gratuit, je veux dire, il y a une job à temps plein, tu sais. Fait que je trouve ça le fun d'avoir des gens comme ça. Puis... Mais tu vois, ce que ça me fait penser, c'est que tu sais, le terme influenceur a été très galvaudé dans les premières années. À qui le dis-tu? Puis c'est un terme aussi qui a été justement, à certains moments glorifié, mais aussi comme un peu regardé. Beaucoup de mépris, c'est ça. Ouais. Beaucoup regardé de haut. Le jugement, oui. Mais en fait, tu sais, si on prend l'exemple de Alexandre Relais. Elle explique, oui, qui est parti à son compte. Oui, qui était journaliste chez Radio-Can. Info-influenceur, maintenant, qu'elle s'appelle. Ouais, une info-influenceur. C'est comme le terme, oui. Puis en fait... Tu sais, elle, son hypothèse de base, c'est moi, j'ai envie d'informer. J'ai envie d'informer ma génération S'informer, aussi, c'est cool, d'éduquer les gens. Mais le comportement des consommateurs, il a changé. Il a swifté vers les applications de médias sociaux. Et depuis que Meta a banni les plateformes d'information. Ça fait déjà 2 ans. Donc, en fait, puis tu sais, tu as les médias traditionnels qui continuent comme de s'astiner, mettons. Puis tu as des Alexandre Relais qui font, ben moi, je vais m'adapter au contexte actuel. Moi, je veux rejoindre ces gens-là. Ces gens-là, ils sont là. Je vais arrêter de blâmer les médias, tu sais, comme le gouvernement qui nous aide pas ou peu importe. Puis, I'm gonna take matters in my own hand. Tu sais, comme la croissance qu'elle a eue. C'est fou, là. Dans le dernier mois, c'est exponentiel. Mais justement, c'est de s'adapter à la nouvelle réalité aujourd'hui puis d'arrêter d'essayer de faire les choses pareilles. Oui, 100%. Puis là, maintenant, c'en est une créatrice de contenu. C'en est une influenceur parce qu'elle va venir influencer et éduquer plein de monde. Mais là, après ça, tu te dis, c'est fou, hein? C'est les... Une ex-journaliste. C'est les gens d'OD qui ont fait qui ont été les précurseurs du mouvement. Oui, après, c'est ça. Après, quand on peut tout... Puis après ça, on les peut gens... ramasser tout ça dans le même lot. Après, on les sépare, on les classe après. Mais c'est vrai que, tu sais... Non, mais les sphères d'expertise sont en train de... Oui. Les gens s'adaptent à comment les gens consomment l'information maintenant. Oui, mais ça me fait penser à 2 choses que tu dis là. Tu sais, moi, à la blague, puis pas à la blague tant que ça, mais je disais aux gens, quand j'étais en agence, aux gens d'OD, aux influenceurs, tu sais, qui sortaient de là, j'étais comme, hey, si tu restes bon à faire du contenu, t'aimes ça, puis que t'étais, je sais pas quel job avant, peu importe ta job, mais c'était pas là-dedans, mais que tu deviens bon à faire ça, à un moment donné, t'aimes plus ça, mais n'importe quelle agence va t'engager, là. Tu sais, moi, j'étais comme, je disais ça, moi, j'étais qui pour dire ça? Je sais pas, mais j'étais comme, moi, si j'étais dans une agence, je t'engagerais comme créateur de contenu. Tu connais tellement les codes des médias sociaux. Tu sais, des LG2 de ce monde, des grosses agences que je respecte beaucoup, mais tu sais,
ils veulent comprendre cette nouvelle affaire-là aussi, tu sais, puis des créateurs de contenu, quoi de mieux que eux, elles, pour comprendre comment faire du bon contenu pour des clients que ces agences-là ont, parce qu'ils sont bons à faire des grosses pubs, des gros déploiements, des pubs télé, tu sais, t'en as tourné des pubs, là, tu sais, c'est quoi, les gros caméras, tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est cher d'un, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mais au final, tu veux rejoindre du monde, tu veux convertir, puis ça, ben aujourd'hui, on convertit avec ça, puis notre ordinateur, puis nos caméras, mais un contenu qui est quand même plus simple. T'sais. Voilà. Fait que non, super bon. Puis Alexandre Drolet, moi, je sais qu'elle va avoir du succès, mais ce que je trouve ça le fun, c'est qu'elle vivait ça, je pense qu'elle a 28, 29, un peu autour de mon âge, puis elle vivait ça avec son entourage immédiat, qu'elle disait, mes amis, ils veulent s'informer. J'ai des amis médecins, des amis ingénieurs, des amis... Oui. Mais... On a vu la même vidéo. C'est ça, tu l'as vu, mais c'est exact. Mais on en parlait à plusieurs endroits, là, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment inspirant. Tu vois, une des choses que je trouve tough, c'est qu'avant, c'était comme, j'ai lu dans tel livre. Là, c'est que j'ai vu ça. Là c'est j'ai vu ça, puis on dirait tout le temps que c'est comme... Fait que des fois, j'essaie de plugger comme, j'ai lu ça. Non, je l'ai 100% vu. lu. Et on me l'a appris dans un livre, c'est ChatGPT. Non, c'est pas vrai. Mais leçon numéro 3, passons à celle-là. J'ai comme 2 leçons, 3 et 4 là, que je veux vous dire. Mais la première des 2, les débuts en tant que créateur de contenu. Je pense que c'est ce que tu vis en ce moment avec le balado. C'est quand même les débuts. Ça fait quoi, t'as dit 4 mois, 5 mois environ. Ça fait pas 6 mois encore. Faut voir ça. Tu veux que je réponde? Non, mais ouais, ça fait pas 6 mois encore. Mais je me dis, t'acquiesces, mais j'étais comme, ça fait-tu plus que 6 mois? Non, ça fait 4-5 mois. Non. Dans le contenu, on est rendu on doit être à peu près au 4e mois. Là. C'est ça. Ça fait pas encore 6 mois. Moi, je vois ça en tranche de 6 mois. Après 6 mois, tu te rassois, tu regardes tes affaires. Après un autre 6 mois. Il faut se segmenter en période très courte. Quoique 6 mois, c'est long en création de contenu. Tu vois, nous, on s'était fait des objectifs 0-3 mois. Bon, c'est bon. 3 mois, 6 mois. C'est ça, exact. Ce qui est 0, des fois, on voit 0-3 ans, 3-5 ans, t'es comme, boy, 0-3 ans, tu vas voir trop loin. Mais on en parlait aussi, justement, de cette phrase-là que je m'apprête à dire. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté du cringe. Je veux le répéter parce que c'est tellement vrai puis c'est tellement comme fort de sens, cette phrase-là. Puis je voulais le redire parce qu'en création de contenu, pour moi, quand on commence, c'est ça qui freine, je veux pas dire 99,9% du monde, mais c'est comme... On juge, on est comme, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Je peux pas faire ça, je suis ingénieur, je suis une job à profession libérale, je suis dans une banque, je suis un politicien, je peux pas faire ça, là. Moi, tu sais, les gens vont me juger. On se trouve donc comme embarrassant avant même d'avoir publié une vidéo. Am I right or not? I don't know. En fait, et ce qu'il me disait, c'est tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Rephrasé comme ça, oui. Mais niveau clickbait, cringe, ça c'est pas vrai. Non, mais je te niaise. Mais l'inconfort, c'est vrai, c'est parce que c'est très cliché aussi à dire, il faut se mettre dans l'inconfort pour grandir. C'est comme toutes les phrases de développement personnel. Bon, t'as sûrement vu des vidéos, mais tout le monde qui s'assoit sur cette chaise-là. C'est inconfortable, ça te remet... Non, mais c'est des gens qui se sortent de leur zone de confort, pas en venant au podcast, là, mais qui se sortent de leur zone de confort continuellement. Oui. Tu m'écris sur Facebook. Oui. Ouais. Mais il faut savoir être audacieux. Tu sais, comme il y a plein de termes qui se rentre-coupent, mais tu sais, audacieux, aimer l'inconfortable. Je pense que pour être entrepreneur, tu sais, puis le mot entrepreneur, moi, je me considère travailleur autonome. Là, j'ai pas d'employé. Là, je suis travailleur autonome. Tu sais, faut aimer l'inconfort aussi. Là, tu sais, j'enseigne à temps partiel, je suis travailleur autonome, je représente des artistes. J'ai pas un horaire, une semaine qui se ressemble. Je travaille des fois à des heures qui n'ont pas de sens, des fois pas le matin, des fois le soir. Tu sais, faut aimer créer sa propre affaire. Il y a du monde qui aime pas ça. Là, il y a du monde qui... Puis là, j'ai vu une vidéo récemment, quelqu'un qui chialait sur la profession de créateur. Mais tu sais, c'est facile de faire ça, oui. Mais cette personne-là pourrait pas non plus faire cette job-là. Comme elle a son 9 à 5, puis elle aime ça, puis c'est correct. Je suis pas en train de vouloir quantifier ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde, bref, qui pourraient pas faire ça, qui pourraient pas faire de la création de contenu, puis que même si ça a l'air facile de faire une vidéo, ce n'est pas tant que ça. T'sais. Même si c'est facile de se filmer, cliquer sur play, c'est pas facile de créer du contenu. Mais la passion d'opprimer en premier, tu l'as dit, c'est un projet aussi de passion que tu as. Pour moi, je pense que le processus est davantage récompensé que de voir la ligne d'arrivée dès le départ. Je sais pas si c'est une phrase que je viens d'inventer là ou je sais pas qui l'a dit avant moi, peut-être c'est moi qui viens de le dire. Mais pour moi, c'est vraiment important. Puis ça, c'est un peu mon leitmotiv aussi depuis le début. Tu sais, moi, j'aime tellement le processus de ce que je vis en ce moment depuis 5-6 ans, d'être devenu aussi un expert dans le domaine par la force des choses, d'en parler sur des balados, d'en parler à la radio. Des fois, je suis comme, hey, j'aime tellement ça que j'aurais pas voulu pas profiter de ce moment-là
Puis me réveiller dans 15 ans, faire, écoute, dans le fond, tout ce que je voulais, c'était peut-être, telle affaire, oui, une meilleure situation financière, oui, ci, oui, ça, oui, devenir connu. Mais c'est comme tout ce qui vient pendant est le fun. Puis il faut en profiter. Puis je pense qu'en création de contenu, c'est davantage récompensé de se conscientiser de ça. Tu sais, être conscient de nos actions, c'est important, mais être conscient de l'importance de ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose à dire pour créer du contenu? La fameuse question qu'on se parlait, oui, mais quelque chose à dire, oui, il faut avoir quelque chose à dire. Je pense qu'il faut avoir une intention. Je pense que la posture est importante, d'ailleurs. Oh, non, mais la posture autant physique que Non, mais la posture, je parlais pas, c'était pas un commentaire, mais je parle de la posture autant physique. Mais tu sais, la posture, comme on dit au début du balado, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est mettre une posture différente, un angle différent. Il faut aussi avoir une trame narrative. Il y a beaucoup de YouTubers là, qui vont scripter beaucoup. En fait, les grands YouTubers vont scripter leurs vidéos, vont avoir des quasiment comme un film. Là, oui, des talking points. Exact, c'est hyper important pour garder une trame narrative. Je travaille encore là-dessus tous les jours de ma vie parce que des fois, je fais beaucoup de contenu court, du contenu long, j'essaie de me lancer là-dessus aussi. C'est hyper difficile, mais ça prend ça. Il faut avoir de quoi à dire. Ceci étant dit, c'est certain qu'au Québec, ou du moins peut-être ailleurs dans le monde aussi, on aime tout ce qui est patinage, tout ce qui est divertissement, contenu léger. Des fois, je regarde du contenu, puis je suis comme, mon Dieu, ça me rejoint pas. Cette personne-là vient de rien dire, ou c'est un contenu vide, ou tout ça. Mais après, c'est la job de la personne qui consomme le contenu, selon moi, de filtrer son algorithme, puis de trouver un peu le pouvoir des médias sociaux en filtrant les gens que t'aimes pas, en bloquant des comptes, en interagissant pas, mais en aimant ce que t'aimes vraiment, en commentant, en encourageant les gens que t'aimes. Puis là, tu viens de, on dirait, unlocker quelque chose que les médias sociaux peuvent beaucoup t'apprendre de choses et te connecter avec des gens qui te ressemblent. Ça, pour moi, ça change tout. Là. Parce que moi, je me fais un devoir, puis toi aussi, là, de faire attention à mon algorithme, dans le sens que je me... Tu sais, des fois, des reels, t'en écoutes, là, puis... Genre, t'as peut-être pas... Tu sais, il y a du contenu, t'as peut-être pas tendance... Tu irais peut-être pas jusqu'à cliquer sur like, admettons, mais comme je veux quand même voir plus de contenu dans cette direction-là, ben, j'interagis avec la publication parce que je sais que je donne comme hey, va-t'en là. Puis des fois... Juste la partager des fois à quelqu'un que tu sais qu'elle aime ça, c'est un partage, ça compte pour beaucoup aujourd'hui, les shares. Et des fois, tu vois, mettons, moi, mon petit plaisir coupable sur les médias sociaux, c'est regarder des gens qui tondent des pelouses puis qui... T'as-tu déjà vu ces vidéos-là? Peut-être, je sais plus. Peut-être, je sais pas. Dans mes reels Facebook, j'ai juste ça. OK, c'est quoi votre plaisir coupable, la gang? Là, j'interagis avec les caméras parce que je me dis, ils sont là, tu sais, ils sont là. Mais c'est quoi le plaisir coupable des gens? Admettons. Tu sais, checker des slimes, je sais pas. Mais vas-y, tu vois, mais t'as jamais vu ça? Tu sais, les gens qui refont un beau terrain, puis c'est comme ça part dégueulasse, oui, c'est là, comme ça devient l'hôtel 5 étoiles. Puis là, ils refont les trottoirs, puis là, ils clean cut ça. Puis là, il y a 250 000 likes. Là, mais c'est satisfaisant. Ça, c'est une catégorie de contenu que je qualifierais du contenu satisfying content. Genre, toi, c'est quoi ton petit plaisir coupable de perte de temps? Ah, mais mon Dieu, moi, des fois, c'est juste des contenus, tu sais, ça, pas le gazon, mais des contenus comme ça, là, en accéléré, mais des contenus, exemple, que tu vas voir quelqu'un qui construit quelque chose ultra vite, mais c'est comme vraiment beau. Puis là, tout est symétrique, puis là, tu vois ça en accéléré, puis là, en même temps, en haut, il y a quelque chose qui n'a pas rapport. C'est comme un contenu splitté en deux, mais ça n'a pas rapport. Puis là, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, mais en dessous, tu regardes quelque chose, ou des objets qui se font crasher. Là, tu mets un objet en deux trucs, là, puis ça se fait crasher, puis là, il explose. T'es comme, des fois, je suis genre, pourquoi j'écoute ça? Mais c'est comme incroyable de voir la lumière, elle a explosé. L'autre affaire, elle n'a pas explosé, mais c'était, en tout cas... Ouais. Et le brain rot, c'est le mot de 2024. Oui, c'est ça. C'est du et ce qu'on peut faire aussi, c'est dans ces applications de médias sociaux, de justement, de faire un tri dans l'algorithme. Hier, on en parlait. Mm-hmm. J'ai vécu une rupture. Instagram, à un moment donné, il me faisait juste me montrer du contenu de ça. Puis à un moment donné... le savait. Ouais. Puis... mon algorithme était super orienté autour de ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, je suis encore dedans, cette rupture-là, mais je ne veux plus consommer de contenu. Fait que j'étais allée enlever tous ces mots-clés-là dans mes paramètres
pour plus avoir de contenu comme ça. Puis tant ou temps que tu ne recommences pas à interagir avec du contenu comme ça, you're good, là, tu sais, il va plus t'en présenter. Fait que de faire attention dans son hygiène. Oui, à 100%. Puis ça vient du côté aussi autant créateur que les personnes qui consomment le contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de jugements par rapport aux créateurs, à la création de contenu en général, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire c'est quoi créer du contenu, faire du contenu, quelque chose à dire, tout ça. Tu sais, c'est très large comme terme, créer du contenu, l'économie des créateurs, mais s'il y a une économie de ça, c'est parce que des consommateurs de contenu. Tu sais, je veux dire, autant quand tu vends un produit, tu achètes de quoi, tu vends le produit, tu as beaucoup travaillé dans le produit. Mais là, on consomme, c'est un produit, c'est une sorte de produit. Je veux dire, avec un téléphone, c'est quand même parce qu'il y a des gens qui écoutent qu'il y a ça. Tu sais. Fait à toi, en tant que personne qui écoute, d'être conscient de ton espace numérique puis de bâtir un espace numérique sain. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur l'hyperconnectivité aussi. Je pense à la Fondation Le Ciel. Je ne sais pas si tu connais la Fondation Le Ciel. Alexandre Champagne, Emmanuel Parent, que j'ai eu la chance de rencontrer sur un panel que j'avais organisé justement il y a 2 ans. Tu sais, c'est full pertinent. Centre intelligence émotionnelle en ligne. Tu sais, c'est comme ça parle aux jeunes. Puis elle écrit même un livre, Emmanuel Parent, de comment les jeunes, je pense que c'est texté, publié, scrollé. Vous allez voir ça. Super pertinent. Je l'ai lu, je pense, en une journée. Mais c'est des témoignages de jeunes du secondaire. Puis elle est allée à la rencontre de ces jeunes-là. Tu sais, là, j'ouvre un sujet qui n'a plus rapport dans les leçons, mais je pense que c'est pertinent de le dire vu qu'on en parle là. Tu sais, on veut comprendre les jeunes, mais intéressons-nous à comme c'est quoi leur réalité, tu sais. Oui. Tu sais, je te disais, j'enseigne au cégep, puis j'envoie des jeunes de 17-19 ans, je vois des fois l'impact des réseaux sociaux. Tu sais, moi, je leur dis, je suis sur les réseaux sociaux, allez me suivre, si vous voulez, j'ai pas de cachet d'affaires à personne. Tu sais, ils sont comme, c'est comment, monsieur, telle affaire, tel influenceur, puis tu sais, ils sont full comme intéressés, mais ça fait partie de leur écosystème, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Fan Club avec Yann England, là, puis Magali Lépine-Blondeau à VRAC TV. Là, puis j'étais comme, c'est fou, la limousine, ceux qui ont le référent, vous commenterez, mais c'était une émission à VRAC. C'est ça, c'est une émission qui avait des vedettes, puis t'écoutais ça, puis c'était comme, mon Dieu, c'est le fun. T'sais. Mais là, aujourd'hui, les gens suivent les créateurs de contenu. C'est comme, ça devient big. T'sais. Mais j'aimerais terminer cette leçon-là, numéro 3, avec 3 des trucs que j'aimerais te donner. Parfait. Donner aux gens aussi. Puis on peut rebondir dessus si tu veux, mais sinon, juste des trucs. Quand on commence. Il faut être conscient du concept de justement qu'on bâtit devant l'œil du public. Je pense qu'on en a parlé aussi avec Florence dans le podcast où tu parlais de branding personnel. Faut accepter qu'on va devenir bon au fur et à mesure, mais je pense que c'est rémunéré, c'est payant aussi de le faire, puis de se mettre vulnérable, puis de savoir que on n'est pas bon nécessairement au départ, mais c'est pas grave, parce que le contenu mauvais va permettre de faire du bon contenu. Vous irez voir mon TikTok, les contenus en 2020 sont toujours là, comme preuve à l'appui. C'était franchement mauvais. Mais ce contenu-là m'a permis d'arriver à du contenu qui dans 5 ans, sera mauvais, mais que je trouve bon aujourd'hui, tu sais. Les podcasts, même chose, le contenu court, les stories. Hey, j'ai des stories archives sur Instagram de 2017. Je suis comme, mon Dieu, j'ai publié ça. Moi, c'est tellement pas beau. C'est pas le texte, mais je pratiquais, tu sais, mais devant l'œil du public. L'importance du storytelling, c'est important. On en parle tout le temps, se vendre soi-même, conter une histoire. On en parle un peu dans le hook. Vas-y. Puis je veux juste préciser quelque chose aussi de la notion de build in public. Les gens aiment ça, les histoires. Oui, avec les entrepreneuriales ou autant personnel, peu importe. Mais tu sais, avec Cookit, moi, j'ai beaucoup fait ça. C'est moi qui ai géré les médias sociaux pour les 2 premières années avant qu'on commence à avoir une équipe. Puis les gens étaient vraiment engaged dans cette histoire-là, dans OK, qu'est-ce qui va se passer, puis d'entendre les coulisses. Puis tu sais, je faisais pas du contenu. Tu sais, c'est ça, c'est que tu n'as pas besoin non plus de publier chaque jour que tu es en train de bâtir ci. Puis, tu sais, à l'époque, je pense que je publiais peut-être, disons, 2 publications Facebook par mois. Ah, quand même, OK, c'est pas tant. Mais comme ça s'est fait sur, tu sais, en fait, l'histoire de Cookit s'est déroulée sur 12 ans. Mais comme ça s'est fait sur des années, les gens, même si la fréquence n'était pas extrême, les gens... Il y avait un update. Une trame narrative dans laquelle je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'impression qu'ils comprenaient l'histoire de Cookit au grand complet. Mais c'est vrai, puis c'est fascinant. Puis build in public avec... Mais je ne vais pas te couper dans ton idée. Là, c'était vraiment que c'est fascinant, puis c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire là. Mais moi, je l'ai vécu aussi à petite échelle. Quand j'ai commencé en 2020, maintenant, dans ma bio Instagram, là, fun fact, j'avais écrit un jour dans ta TV. Là, j'avais vision un jour dans ta TV avec le petit emoji de télé, agent d'influenceur. Comme quand je faisais des lives Instagram, c'était comme un live le midi, tout ça. Puis j'étais beaucoup dans la. Puis ça aussi, c'est dans le développement personnel des livres que j'ai lus, pas un TikTok. J'ai vraiment lu des livres là-dessus aussi.
Je sais lire. Fait que non, mais c'est ça. Puis, tu sais, se projeter, voir 5 ans plus tard, tu sais, 10 ans plus tard, je veux ça. Puis, à force de le dire puis d'agir en fonction de ça, ben, tu finis à un moment donné que tu es comme, c'est arrivé. Puis, tu te demandes comment, mais dans le fond, ton mindset était bien cadré. Puis, un moment donné, j'ai eu une entrevue à Salut Bonjour. J'étais pas en studio, mais à Salut Bonjour Week-end. L'entrevue, j'étais à la télé, mais de chez nous. Puis il y a des gens qui me suivaient depuis genre 2019-2020 qui ont vu le un jour dans ta TV. Là, il n'est plus écrit dans mon Instagram, là, mais ben, je suis allé à la télé, tu sais, un jour, je l'ai fait, mais je veux dire, je l'ai enlevé pour mettre d'autres choses. Mais dans ma bio Instagram, il y a une fille qui me suivait, elle m'a envoyé un screenshot. Elle a dit, hey, t'es dans ma TV, puis regarde, t'avais écrit ça. Puis là, j'étais comme, mais merci, c'était une fille que j'ai jamais vue. Tu sais, je suis comme, ben merci. Puis là, j'étais comme, t'as raison, c'est vrai que c'est fou, j'avais écrit ça. Puis elle avait comme, en tout cas, mais tu vois, ça me passait. Est-ce que tu penses que. Tu vois, à l'époque, avec l'algorithme de Facebook, je pouvais justement, comme c'était mes amis abonnés, je pouvais me permettre de faire ça, puis de raconter l'histoire sur, mettons, 12 ans, mais qu'aujourd'hui, ça n'a pas passé, tu sais, mettons, tu sais, que si tu publies juste 2 fois par semaine, non? Ouais, il y a une constance. Ça sert-tu à quelque chose? Oui, moi, c'est sûr que je trouve que oui. C'est sûr qu'après ça, l'attente envers les résultats doit être aussi quantifiée en fonction de ça. Tu sais, je veux dire, tu peux pas t'attendre à devenir Squeezie, Joe Rogan. Tu sais, je parle des noms, des gros noms qu'on connaît tous, mais tu sais, en publiant 1 fois par semaine, tu veux dire peut-être que oui, mais ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps. Tu sais, la fréquence est quand même importante, mais moi, je dirais, puis je dis aussi un truc à tous les créateurs de contenu que j'ai côtoyés, de pas s'épuiser non plus avec ça, puis de trouver sa fréquence à soi. Tu sais, de trouver une façon. Tu sais, moi, au début, sur TikTok, je publiais 3 fois par jour. J'ai compté, là, c'était un peu zélé dans pandémie, confinement, j'ai publié, genre, je pense, 12 TikTok. Là, chaque fois que j'avais une idée, je publiais. C'était comme crazy. Mes parents, j'étais retourné chez mes parents à l'époque, puis ils étaient comme, notre fils, il est brisé. Il publie des TikTok, il y a un baccalauréat. J'étais comme, trust the process. J'étais comme, trust me, tu sais, mais c'était mauvais, là, mais fallait que j'extériorise cette créativité-là d'une manière ou d'une autre. J'avais 200 vues. Fait que t'avais plus de résultats. Ben, j'avais du monde qui me suivait par la force des choses, la loi des nombres, faisant en sorte qu'à un moment donné, la 11e vidéo elle était drôle. Elle a fait 500 vues. J'ai gagné 40 abonnés parce qu'à ce moment-là, bon, ça convertissait pas pire sur TikTok. J'étais comme, bon, on continue. Puis là, pendant un certain temps, je suis comme, il faut que je publie tellement souvent parce que c'est ça qui fonctionne. Mais à un moment donné, c'est impossible de soutenir la cadence. T'sais. Fait que n'importe qui dirait, tu peux pas faire 3 publications par jour. Oui, ça va fonctionner, mais tu vas te brûler. Puis à un moment donné, ça devient juste comme, tu sais même plus, t'es rendu quasiment dans ta tête, tes pauses, ça vient mélangeant. Mais oui, s'organiser, puis s'organiser mentalement aussi. Puis je répète une phrase aussi qu'on avait déjà discuté, mais des fois, quand on veut savoir si on a quelque chose à dire, puis on veut savoir où s'en aller avec notre création de contenu. Ça, c'est un ami qui m'a dit ce truc-là. Tu sais où je m'en vais, je pense. Mais j'ai réfléchi à ça hier soir. Ah ouais, hein? Mais au moins, la rencontre d'hier a quand même fait réfléchir aussi à des... Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi. Plein d'affaires, mais de trouver un verbe d'action qui nous définit. Ouais. Puis d'y aller avec une phrase qu'on aimerait... Un objectif, dans le fond, qu'on aimerait faire avec ça. Ouais. Par exemple, moi, tu sais, avec cet ami-là que je salue, Antoine, qui s'appelle, on avait fait des séances de design thinking, de consultation, tout ça, puis il était comme toi, Jay, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Tu sais, puis j'étais en période justement de restructuration mentale, de vie, tout ça. Puis j'étais comme, moi, j'aimerais ça, faire du contenu, faire de la radio, à l'école de l'humour. Je faisais des cours à l'école de l'humour à l'époque, le soir, tu sais. J'aimerais ça faire de la télé, j'aimerais ça. Il dit, non, ça, c'est trop précis, ça. Je suis comme, OK, mais là, c'est quoi d'abord? Il fait, mais non, mais ça, si tu le fais pas, la radio, tu vas être déçu. Parce que tu veux juste faire la radio, mais si tu fais d'autres choses qui est comme la radio, c'est-à-dire un podcast, mettons, ou, je sais pas, enseigner, tu sais, là, je prends des exemples qui nous concernent, mais ça n'a pas la même similarité. Il dit, pourquoi tu veux faire de la radio? Je suis comme, mais j'aime ça parler. Là, il fait comme, ah, OK, on tient quelque chose. Puis là, à un moment donné, en parlant, justement, il dit, ben dans le fond, tu aimerais ça parler, puis vivre de parler. Je suis comme, mais j'aimerais ça être payé pour parler, c'est pas compliqué. Il fait, c'est ça. T'sais, fait que là, on partait de parler, vivre de parler. Là, j'ai transformé en connecter avec les gens aussi, connecter, mettre des gens en relation. Tu sais, tous ces termes-là. Puis ça m'a comme défini. Puis j'étais comme, chaque action que je vais faire à partir de maintenant, ça c'était avant la pandémie, le janvier 2020, j'étais comme, ça va arriver un jour où je vais être payé pour parler. Puis ça va être le fun. Que ce soit à la radio, une conférence, enseigner. Aujourd'hui, je dis à la blague, mais j'ai atteint mes objectifs, là, puis je continue à les dépasser à chaque jour parce que je suis payé pour enseigner, payé des fois à faire des conférences. J'en fais pas non plus 25 000 par année, mais j'en ai fait une vingtaine dans ma vie depuis 3-4 ans. Tu sais, je suis payé pour parler. Fait que je suis comme, there you go. Puis ça, on dirait que ça enlève une pression. Son intention vraiment dans
un verbe d'action. Verbe d'action, mais qui n'est pas non plus trop défini. Des fois, on va dire, je veux faire tel job, je veux être médecin cardiologue dans le département de... Si tu fais pas ça, tu vas te décevoir toi-même dans un certain sens. T'sais. Fait que peut-être plus comme large, mais que ça te permet d'atteindre des objectifs quand même intéressants. Il y a un autre truc aussi que j'aimerais te prodiguer, dire à tout le monde aussi. Des fois, quand on cherche l'inspiration, ou du moins sa niche de contenu, ça, on n'a pas parlé hier, peut-être que tu vas être surprise de ça, mais l'écriture automatique, je ne sais pas si tu connais. L'écriture intuitive. Intuitive, automatique, ouais, tu connais sûrement. Oui. Beaucoup populaire en humour. Moi, j'ai appris ça à l'école de l'humour, les cours du soir, ouais, pour faire des blagues. C'est comme un sujet, tu écris un mot. Dans le fond, l'écriture intuitive, automatique, c'est d'écrire un mot, peu importe, podcast. Allons-y comme ça. Puis là, en l'espace de 1 minute, pas plus, sans réfléchir, tous les mots qui te font penser à podcast. Puis on peut en prendre d'autres, là, mais le mot que tu veux comme que ça tourne autour, ton univers créatif. Puis ben de là, c'est comme un premier ressassage d'idées. Puis donc ça là, devient... c'est juste un mot. Faut que un mot. Moi, j'y vais vraiment. Puis je l'ai fait faire à mes étudiants aussi au cégep, ceux qui écoutent le balado, qui m'ont eu comme prof. Intuitive, c'est pas ça. OK, ça, c'est pas ça. Bon, automatique. Bon, tu vois, même moi, j'ai pensé que c'était 2 concepts similaires, mais automatique, c'est vraiment un mot, mais tu réfléchis pas. Puis à mes étudiants, moi, des fois, je présente des concepts comme ça, un chapitre sur la comptabilité, par exemple, dans le milieu des affaires, comptabilité, ressources humaines. Je leur dis, qu'est-ce que vous connaissez de la comptabilité? Ils sont comme, ben là, je sais pas. Je suis comme, bon, on fait un exercice. Partez du mot comptabilité ou finance. Le chapitre s'appelle comptabilité et finance. Puis vous avez 5 minutes, écrivez-moi tous les mots qui vous font penser à ça. On va en parler. Là, ils sont comme, c'est évalué. Là, je suis comme, non, c'est pas évalué. Là, c'est correct. Là, amuse-toi. Là, puis genre, tous les mots à partir de comptabilité. Ben là, je prends l'exemple d'une situation vécue que je fais à chaque session depuis 3 sessions maintenant à Grasset. Puis là, c'est comme, bon, ben après ça, moi, je me promène dans la classe. Déjà là, c'est une connexion aussi. Puis après ça, ben, ils me disent, ben, les impôts. Je suis comme, ah, c'est vrai, les impôts. Pourquoi? Ben, mes parents, les impôts, ils me disent que, ouais, correct. C'est pas le sujet du cours, mais au moins, je vois un peu le niveau de connaissance aussi. T'sais. Ça permet de voir le niveau de connaissance que tu as dans un sujet précis aussi. Puis ça te permet aussi de voir est-ce que tu es à l'aise de parler dans un certain mais là, sujet. Tu fais quoi avec ça après? Après, là, c'est le premier draft. Là, je veux dire, après ça, en humour, ils se servent de ça pour écrire des blagues. Ils sont genre plusieurs mots ensemble pour faire une phrase, un liner, Bon, je suis pas humoriste, j'ai essayé, puis garde. Mais je veux dire, il y en a plein qui vont perfectionner ça. Mais en création de contenu, moi, je m'en sers pour, des fois, trouver des idées de vidéos, des sujets de post LinkedIn. Par exemple, je sais pas, je prends beaucoup de notes dans mon téléphone cellulaire de sujets, de discussions que j'ai. Ça, je le fais à tous les jours presque. Autre truc, en passant super pertinent, on a tout l'onglet notes dans notre téléphone cellulaire qui peut nous permettre de noter des idées. Mais des fois, quand on a plein d'idées qu'on veut pas oublier, mais des fois, juste de ressasser les idées, de voir, OK, qu'est-ce que je veux publier sur mon Instagram. Juste, c'est comme un premier draft de plein d'affaires. Mais après, tu te fais des phrases, ça peut être des objectifs, des idées de vidéos. Puis là, tu pars. Puis tu peux trouver, OK, une vidéo. Je vais faire ce sujet-là. Je vais trouver 3 vidéos en lien avec ça. Puis là, tu sais, ou tu remets ça dans ChatGPT, si tu veux, comme qui te ressasse ça. Ça peut être un outil, un assistant intéressant. Mais ça motive à créer du contenu, puis ça permet des fois de juste stimuler. Moi, j'appelle ça stimuler la créativité. Là. Le cerveau, on peut l'entraîner aussi quand même. Là. Pas un muscle, un organe, un muscle. Appelons ça, je suis pas médecin, mais ça s'entraîne, la créativité. Puis souvent, les gens sont comme, comment tu fais, Jay, pour être sur LinkedIn une journée, TikTok la même journée? Tu as écrit un texte, tu as fait une vidéo TikTok. Je suis comme, mais oui, mais tu n'as pas remarqué que c'est le même sujet. J'ai écrit le texte à la main. J'ai écrit à l'ordi. J'ai écrit le sujet. Je l'ai splitté dans mes notes. Ça, je l'ai bien défini. Puis j'ai fait, c'est un bon sujet pour mon compte TikTok, ça. Fait que j'ai comme déjà mon script de fait. Je vais faire une vidéo TikTok. Puis des fois, les 2 performent autant bien. Des fois, les 2, une performe bien, l'autre pas du tout. Mais je suis quand même sur 2 plateformes distinctes, mais j'ai fait le même contenu, tu sais. Fait que ça, c'est un truc qui peut être intéressant quand on fait du contenu pour être plus partout. Et surtout, ne pas oublier qu'on est... J'ai le mot anglais, là, on a plusieurs passions, on est plusieurs layers, plusieurs couches à notre vie. Donc, on choisit ce qu'on veut partager. Bien évidemment, on ne partage pas pour être, on va dire, le clown de notre audience et que l'audience nous manipule à tout le temps nous en demander davantage de ce qu'on n'est pas à l'aise de dire, mais d'accepter aussi qu'on peut avoir plusieurs passions, plusieurs choses pour nous aider comme à se développer à travers ça. Puis les gens, ils vont nous suivre pour qui on est au final. Tu parlais tantôt d'Alexandre. De Radio-Canada, qui a quitté Radio-Canada. Mais les gens s'attachent beaucoup aux individus aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'institution derrière. Fait que l'individu qui est Judith, le balado, Judith Fetzer, mais les gens s'attachent aussi à la personne que t'es. Parce que, oui, le balado prend une grande place, mais t'as fait plein d'affaires, puis t'es plein de choses en même temps. Voilà pour la leçon numéro 3, qui était comme quand on commence à faire du contenu. Maintenant, moi, j'aimerais parler beaucoup de la communauté. Là, je vois le temps qui file aussi. La communauté... D'abord, donner avant de recevoir. On en a parlé un petit peu tantôt, mais l'importance d'un commentaire. Moi, je dis souvent, un commentaire peut vraiment t'amener. Moi, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à mon compte parce que j'ai commenté une autre vidéo. Je choisis aussi les vidéos que je commente. Des fois, j'ai plus tendance à vouloir commenter des vidéos d'humoristes parce que j'adore l'humour, une de mes passions.
Mais il y a beaucoup d'humoristes qui m'ont dit « Hey, je t'ai vu sur mes... Tu commandes tout le temps mes vidéos. » Puis quand je les voyais au bordel ou dans des bars à l'Abreuvoir, mettons quand j'allais voir des soirées d'humour un peu plus jeune, 3-4 ans, dans les débuts de TikTok, c'est comme « Il commande toutes nos vidéos, ce gars-là. » Puis tu sais, des fois, ça donne des belles surprises. Puis ça abonne à ton compte. C'est un contact que tu as aussi dans un milieu précis. Puis commenter, il y a plusieurs types de commentaires. Des commentaires d'encouragement. Tu peux dire hey, you bravo, go, girl! Beau contenu. Fire! Hey, moi, j'aime ça. On est rapide à chialer, hein, la gang. On est rapide à chialer. Ah, c'est mauvais. Il parle trop vite. Ça, je l'entends souvent. Je suis comme, hey, je le sais. Ça fait 30 ans que je vis dans le même corps. Fait que tu m'apprendras rien ici. Ah, je travaille là-dessus. Mais genre, hey, finalement, c'était pertinent ce que tu as dit. Même si tu as dit un peu vite, au pire, là, je suis comme, bon, c'est correct. Je peux l'accepter. Mais d'encourager, c'est le fun. Ça motive. Ça te donne un petit. T'es comme, tu sais, motivant. Après ça, des fois, partager le contenu à un ami, de taguer quelqu'un, hey, ça pourrait t'intéresser, ça, telle personne a fait ça, vous pourriez être en contact ensemble ou envoyer ça à un ami, tout ça, telle personne fait ça, vous devriez vous rencontrer, boum, t'as été la personne qui a mis en contact ces deux personnes-là, peut-être c'est un projet futur qui va naître grâce à ça, tu sais, ou juste de commenter un commentaire qui amène quelque chose à la discussion. Tu sais, sur LinkedIn, j'en fais souvent, j'en vois souvent, venir prolonger la discussion en commentaire, sur YouTube d'ailleurs, encore une fois, je fais un autre call to action, mais de commenter sous les vidéos, ça vient peaufiner cette discussion-là. Puis la personne qui commente après ça, ben, peut-être que son commentaire va être liké par des gens, mais il y a peut-être une personne là-dedans qui va dire « C'est qui ce créateur-là? » Je vais aller voir son profil. Ah, finalement, il connaît telle affaire, il fait des vidéos. Le commentaire t'a donné un contrat de chez dessus, 10 000 $. On fait le meilleur des scénarios, tu sais. Mais le commentaire peut être le lieu de naissance de plein de choses. Premièrement, des rencontres, mais aussi plein d'autres affaires dans l'économie des créateurs de contenu. Non seulement des collaborations, mais aussi monétiser certaines affaires. Tu vois, moi, cette semaine, dans les 3 derniers mois, justement, j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages, beaucoup de commentaires sur les plateformes. Puis là, déjà que, tu sais, dans la vie de tous les jours, juste gérer ces messages textes, ces messages sur Messenger, ces messages sur Instagram, sa boîte courriel, ça commence à être de la job. Quand tu commences à créer du contenu, tu tombes dans un autre paire de manches. C'est 2-3 messages par LinkedIn qui rentrent par jour, 2-3 messages sur Instagram de plus. La plupart du temps, des gens que tu connais pas, des commentaires qui se rajoutent à ça. Et moi, à un certain moment, en fait, très rapidement, puis c'est comme je n'étais pas la fille la plus solide sur ses pattes non plus quand j'ai lancé le balado. Je me suis sentie très overwhelmed avec ça. Fait que là, c'est même pas... Là, toi, ce que tu parles, c'est de commenter le contenu des autres. En plus de répondre à ces commentaires, oui. Là, répondre à ces commentaires. L'interaction, c'est sûr que ça demande du temps. Puis moi, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a moyen aussi de s'organiser encore une fois là-dedans. Exactement. Je sais pas si tu veux que j'aille là aussi, mais s'organiser son agenda du temps aussi pour aller même écouter des vidéos. Tu sais, se dire, moi, il y a des gens que je dis, on peut doom scroller, le terme, on scroller sans fond, puis ça ne nous mène à rien. Moi, je me réserve, là, je le fais plus comme avec un horaire dans mon agenda, mais je le fais consciemment. Puis il fut un temps où je bloquais du temps, aller sur TikTok pendant 30 minutes pour, avec mon point de vue de créateur de contenu, aller commenter du monde, mais stratégiquement. Tu sais, Gary Vee, il disait souvent ça, là, la théorie, je pense que c'est de 2 cent theory ou de quoi de même, là, $1.98 theory, là, je me rappelle plus trop comment il l'explique, là, mais de laisser des commentaires stratégiquement, tout ça, mais d'aller interagir, mais avec une conscience de ça peut m'apporter quelque chose plus tard. Tu sais. Tu le fais d'une bonne intention, mais au moins tu te bloques un moment là-dessus, puis c'est une forme de création de contenu aussi. Encore plus quand tu as un projet connexe à ça sous-jacent qui est un balado, ou du moins moi c'est mes plateformes, ça. C'est comme un complémentaire à créer du contenu. Ouais. Mais ça demande du temps. Ça, c'est sûr. Ça demande du temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis tu vois, là, moi, j'ai pris la décision de les traiter au fur et à mesure. Tu sais, comme... Prendre le temps de répondre à tout le monde. Prendre le temps de répondre. Fait que tu vois, là, cette semaine, j'ai répondu à 250 messages LinkedIn. Mais ouais, c'est après ça, c'est loin. Qui allait de... Puis les gens qui écoutent puis qui se disent elle m'a pas bullshité au moins. Non. Mettons, on s'est jasé sur LinkedIn. Je dis pas que j'ai répondu à aucun message sur LinkedIn, mais tous les félicitations, tous les témoignages, pour moi, ça m'a fait sentir overwhelmed. Puis là, je me suis dit, moi, en fait, je me suis souvenue de quand j'avais écrit à des gens puis qui m'avaient pas répondu. En fait, le sentiment que en fait, il y a 2 semaines, je me suis souvenu à quelqu'un que j'avais écrit pour justement un de ces balados, puis que la personne, elle m'a juste jamais répondu. Puis je me suis dit, cette personne-là, elle me répondrait comme 6 mois après pour me dire « Excuse, comme, tu sais,
j'ai pas vu ou peu importe. Ouais. Puis je pense que ça me ferait encore plaisir. Ben oui, ben, puis tu sais, c'est pour ça que là, je me suis dit, OK, c'est bon, là, go. Genre, je réponds à tout, je claire ça. Fait que là, depuis une semaine, je suis là-dedans. Là. Mais c'est une pression aussi qu'on se met. J'ai fait la page du podcast, Instagram, Facebook, LinkedIn, puis là, il me reste Instagram perso, Facebook perso. Ça, c'est mon plan en fait de semaine. Ouais, ben tu vois, après ça aussi, je te comprends, tu sais, après ça, il y en a qui vont faire ça un certain temps, puis tu verras, l'évolution, c'est très évolutif, le parcours d'un créateur. Peut-être qu'à un certain point, tu vas dire, je ne peux plus faire ça. Une autre stratégie va embarquer, je vais répondre à quelques commentaires précis, ou du moins, je ferai une story pour dire, je peux pas tout vous lire, mais merci à tous. Puis il y a des créateurs, là, je pense juste mais en fait, je me disais, je veux bâtir une communauté avec le podcast. Puis je pense que c'en est un des... Tu sais, comme si tu réponds pas, si tu n'interagis pas avec les gens qui commentent, ben, ils vont juste moins commenter, moins d'engagement, l'humain derrière la plateforme. Moins de views. Pas en plus d'avoir potentiellement comme fait sentir quelqu'un comme... Ghosté. Ouais, ou genre, j'ai pris le temps d'y écrire, elle me répond pas, puis jamais je vais réécrire. C'est un peu ça. C'est comme, j'ai pris mon temps là une fois, elle m'a pas répondu, ben là, puis jamais, je me prive de 20 futurs commentaires de cette même personne-là. C'est un peu comme une fidélisation, rétention de clients. Je peux dire ça comme ça, mais ouais, j'ai pas travaillé en entreprise, mais c'est ça, tu gardes ton audience. Fidélisation. Puis ça, c'est hyper important dans un format long, t'as raison. Tu sais bien de le faire, mais aussi, tu sais, ça demande du temps. Fait que je pense qu'il faut être conscient de ça. Les créateurs de contenu, la vidéo qu'on voit, c'est pas juste une vidéo. Ceux qui font du contenu puis qui sont passionnés comme tu l'es, comme je le suis aussi, ben, prennent le temps de bien faire les choses. Puis ça paraît sur le long terme, tout le temps. Mais quand on va aller trop vite, des fois, je prends des shortcuts puis c'est là que ça paraît aussi. Faut prendre le temps de bien faire les choses. Fait que voilà, pour la communauté, donner avant de recevoir. Leçon numéro 4, je pense que c'est important de donner, de répondre aux commentaires, mais après ça, on finit par recevoir des fois en masse, puis t'es comme, mon Dieu, tout m'arrive, puis t'es comme, tu sais, ce fameux passage-là là, qu'on vit tous des fois quand on a des situations de... On reçoit tellement, t'es comme, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, puis finalement, c'est juste parce que t'as tellement travaillé que c'est juste take it, t'sais. Prends-le. Fait que c'est important de penser à ça aussi. Mais là, je te vois peut-être venir, puis là, je sais pas si... On a encore du temps, mais les gens doivent se demander aussi, mais là, parce que là, on parle plein d'affaires, les créateurs, mais l'argent, elle arrive quand là-dedans? C'est moyen de faire du cash? C'est payant? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton opinion là-dessus? Le cash, non? Je ne vais pas transformer ça sur un podcast sur le cash, mais juste comme l'argent, tu connais plusieurs manières de faire du revenu aussi avec la création de contenu, j'imagine. On parlait tantôt d'affiliation. Oui. C'en est un. Mais les moyens de rémunération, on pense souvent au marketing d'influence, d'où le terme influenceur qui est très galvaudé, comme on disait. Parce qu'on est comme, l'influenceur, il est payé par des marques. Moi, je vais à la radio, des fois, je parlais à Cube, je parlais à 98.5. On a souvent tendance à associer influenceur. C'est comme, oui, mais c'est une publicité ambulante. Je suis comme, oui, mais j'ai dit, oui, mais une catégorie de ses revenus peuvent provenir de là. J'en conviens. Après, si cette personne-là décide consciemment de devenir un billboard, je n'ai vu avec Occupation Double qui ont dit, moi, je veux juste l'argent de ça. Puis je suis comme, hey, c'est correct, mais moi, c'est pas ça que je ferais. Mais écoute, les compagnies t'écrivent, je vais traiter les demandes, puis tu sais, c'est comme... Je vais milquer le plus possible, puis tu sais, ça a longtemps été un gros dilemme chez moi, on s'en parlait aussi off-cam, mais tu sais, j'étais comme, mon Dieu, moi, je fais du contenu, je travaille comme un déchaîné, puis j'ai même pas, genre, un contrat à 4000$ pour un post, puis je suis comme, toi, t'en fais 12 dans les derniers 6 mois, puis t'en veux plus, je suis comme, mon Dieu, tu sais, chacun est individuellement comme conscient de ce qu'il fait, en tout cas, j'espère, mais c'est l'influence, c'est une façon de faire du revenu. Mais il y a plein de manières. L'affiliation, c'est une manière aussi via le marketing d'influence, programme d'ambassadeur. Bon, les cachets fixes avec 4000 pour un reel. Tiens, c'est ça. Je te paye, boum, boum, transaction. Aussi, tu peux avoir aussi un mix des deux que j'appelle hybride, performance. Donc, un cachet fixe, des fois, qui va être moins élevé, mais que si tu réussis à convertir 100 clients, chaque client supplémentaire, je te paye 10$ de plus. L'influenceur, il va te dire, ouais, mon contrat, c'était 3 stories, je vais en faire 25. Mon Dieu, je veux convertir, tu sais. Fait qu'en influence, il y a cet aspect-là. Mais il ne faut pas oublier aussi que les plateformes, tantôt on parlait de Twitch brièvement, YouTube, rémunèrent ses créateurs aussi. Il y a tout un aspect aussi, puis je veux jumper là-dedans parce que je serais curieux de t'entendre là-dessus, de ton point de vue à toi. Mais les produits dérivés, de la merch, il y a plein de produits dérivés, des livres. On travaille sur un jeu de cartes. Un jeu de cartes, un livre, oui. Ben, tu vois, un livre, tu m'as devancé, mais j'étais comme un livre. Moi, Amine en a écrit un, en collaboration avec Alexandra Diaz, il y a 2 ans. Puis, tu sais, je pense à Amine, je pense à Claudie Mercier, un exemple de livre qu'elle a fait. Il y a Maman infirmière, que je suis sur Instagram, qui a sorti un livre aussi avec les Éditions de l'Homme. Maman infirmière, c'est son nom, c'est Audrey, son vrai nom. En fait, j'ai 2 questions.
des questions que je me pose pour l'instant, puis je pense pas qu'il y a une personne qui va avoir la réponse, là. Mais une des questions que je me pose, c'est est-ce que je pourrais très bien vivre juste de l'univers du balado? Puis quand je parle de l'univers du balado, je parle aussi de conférences. J'ai pas envie de faire, mettons, j'ai pas envie des collabs, genre. J'ai pas envie de devenir coach coach. Ouais. Mais est-ce que, comparé, mettons, tu sais, Joe Rogan vit extrêmement bien, Alex Cooper avec Call Her Daddy vit extrêmement bien. Est-ce que au Québec, on est capable de vivre extrêmement bien et même de faire de l'argent avec l'univers du balado? Je pense que la poche bleue, sous-écoute, sexe oral, c'est 3 business cases que oui. Ouais. Ça, c'est une des questions que je me pose. Mais ça, je pense pas qu'aujourd'hui, on va arriver à une réponse quelconque. L'autre question, qui est peut-être plus concrète pour les gens, c'est en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de professionnels, comment ça peut me rémunérer c'est quoi les points positifs de créer du contenu de cette manière-là? Oui. Puis là, on met de côté le marketing d'influence que je voulais aborder juste un peu parce que j'étais comme, on parle souvent de ça, fait que je voulais comme mettre les cartes sur table là-dessus. C'est une catégorie, mais si on parle dans ce contexte-ci, par exemple, que tu vas pas faire des collaborations, peut-être que tu pourras en faire, mais des collaborations avec des marques, oui, mais les partenariats, c'en est une. Tu sais, des plans de partenariat, je sais pas, le EasySign, c'est ton partenaire. Oui, solution de signature électronique. Oui, c'est ça, la signature électronique québécoise. Caroline Charbonneau, que tu as reçue, si je m'abuse, oui, je me trompe pas. Super épisode aussi. Mais tu sais, ça, un plan de partenariat de balado, tu sais, j'en ai fait avec l'équipe quand je travaillais pour J'Influence pour des balados. Là, Claudie a eu son balado, Fred a eu un balado. Tu sais, une approche. Non, je parlais vraiment plus dans la création de contenu. Or, tu sais, comme là, on était sur le balado, mais là, tu sais, comme. Tu sais, je suis un entrepreneur, je me pose la question, est-ce que je commence à créer du contenu sur TikTok? Est-ce que je commence à raconter mon histoire? Mais moi c'est sûr que la réponse courte, oui, moi, c'est possible d'en vivre. Je vais te dire la réponse courte avant de m'expliquer puis faire l'inverse. Mais la réponse courte, moi, je pense que oui. Après ça, je pense qu'il faut définir aussi, avant toute chose, justement, c'est quoi bien vivre de ça aussi. C'est sûr que c'est inévitable qu'il y ait un marché québécois. Il est bien plus petit qu'aux États-Unis, en France. Donc, si on veut percer au Québec puis vivre au Québec de ça, je pense que c'est sûr que c'est plus petit, donc il faut qu'on relativise, mais je pense que faire du revenu, ça peut venir de plein de manières. Tu sais, on parlait de produits dérivés tantôt, un livre. Juste de développer ta notoriété sur les réseaux sociaux peut te permettre de vendre des produits dérivés, notamment un livre. Après ça, tu sais, je pense à Étienne Boulay qui est parti d'une compagnie de breuvage sans alcool avec son histoire aussi, qui est très personnelle à lui. Je pense à des Louis Morissette, des Phil Roy qui ont parti une compagnie de café. Tréma qui sont, tu sais, je veux dire, il y a moyen de créer un produit. Après, est-ce que créer un produit, c'est non pas ce que tu as peut-être déjà fait aussi avec Cookit, c'est peut-être ça que tu veux refaire. Tu sais, ça dépend aussi. Absolument. Donc, c'est sûr et certain que créer du contenu, pour moi, puis je l'ai dit dans un texte dans Les Affaires, puis je stand my point là-dessus, je pense que créer du contenu, c'est la manière de fidéliser une audience la plus fidèle aussi possible. C'est la manière aussi de créer des clients potentiels le plus facilement avant même d'avoir vendu un seul produit qui n'existe pas encore, tu sais. Fait que j'ai un exemple d'un café là, que je suivais sur TikTok, que je suis encore à Limoilou. Là, j'oublie le nom pour faire exprès, mais ils avaient montré le processus de création de leur café. C'était un couple d'entrepreneurs qui ont quitté leur job, leur 9 à 5. Ils ont tout documenté ça. Mais j'en parlais souvent dans des conférences parce qu'il y avait 22 000 abonnés sur TikTok. Ils n'avaient pas vendu un foutu café. J'étais comme... Puis là, je parle de café, en plus, ça fit avec le concept du podcast, mais... C'est fou. Moi, je trouve ça fou. T'sais, après ça, les revenus peuvent venir de partout, mais est-ce que la création de contenu, ça peut être payant? Oui, bien sûr. Après ça, YouTube te rémunère pour l'écoute de ton balado. Est-ce qu'au début, c'est payant? C'est sûr, ça prend du temps. Mais crime, là, j'ai checké 1500 abonnés, je pense, sur YouTube, 1,55K. C'est sûr que tu peux être éligible à la monétisation. Oui, c'est fait. C'est fait, c'est ça. Donc, tu sais. On est rendu à un beau 327 $. Ben, c'est ça, mais c'est parce que la courbe est comme au début, on est genre, hey, c'est malade, 320. Mais c'est juste depuis un mois. C'est ça, mais c'est super bon. Il faut passer le 1000 abonnés. Je pense que c'est 4000 heures d'écoute pour des vidéos longues, comme plusieurs trucs. Là, je ne vais pas me fourvoyer, mais tu sais, c'est quand même des trucs précis à cocher. Mais une fois que tu unlock ça,
ben là, toi, tu peux choisir de mettre de la publicité sur tes podcasts si tu veux. Il y a une fréquence publicitaire qui la publicité, tu la choisis pas, tu le sais, mais c'est indépendant de toi, mais tu as une fréquence que tu veux. Après, bon, les partenaires, oui, mais cette courbe de revenus-là, elle est exponentielle. D'où la raison pour laquelle il y a des YouTubers qui vivent super bien de YouTube. Je pense juste à un exemple comme Abba and Preach. Je sais pas si tu connais Preach, l'humoriste. Ouais. Il est passé à l'émission de Stéphane Bureau il n'y a pas si longtemps, Le Monde à l'envers, je pense. En tout cas, j'ai écouté l'extrait sur Instagram. Mais tu sais, là, tout le monde parle de ses revenus. C'est comme, combien t'as fait, là? Puis il est passé à la radio l'autre jour. C'est quoi un bon mois pour toi, Preach, là, tu sais? Puis il est comme, ben, un bon mois, ça fait être 60 000, là. Ils sont comme, mon Dieu, le monde est à mine déconfite avec ça. 60 000 $. Puis un mauvais mois, ben, quand on sort pas de vidéo, ben, 20 000 qui rentrent, là, tu sais. Mais lui, il a genre 2 millions sur YouTube. C'est là, comme evergreen. Mais c'est evergreen parce que le monde réécoute des vidéos d'il y a 5 ans. Lui, c'est du contenu en anglais qu'il fait, mais tu sais, c'est humoristique. Bon, c'est une niche différente. Mais YouTube le paye. Puis lui, il dit, j'ai le pouvoir maintenant de dire non à des affaires. Tu sais. Lui, c'est un humoriste. Il dit, j'ai eu plein de demandes, des fois de pubs à gauche, à droite. M'afficher avec une marque. Oui, c'est intéressant un cachet de 30 000 pour une pub de Subway, n'importe quoi. C'est une pub avec une marque X, mais quand tu es vraiment connu. Mais si tu réussis à générer de l'argent récurrent, puis tu n'as pas à t'afficher avec une marque, même si la marque est le fun, tu peux dire, moi, je peux dire non. Puis c'est un privilège de pouvoir dire non quand tu es créateur de contenu, ça, je peux te le dire. Là. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, là, je peux pas t'en dire non, là, j'ai besoin de cet argent-là, mon mois, c'est comme, c'est un choix aussi financier. Ouais. Mais YouTube, pour moi, puis j'en parle ça avec Camilo, justement, pour pas le renommer là, mais c'est vraiment, la courbe de croissance est tellement folle en ce moment. Les YouTubers font tellement d'argent quand tu es rendu à un certain niveau. Colin and Samir, que tu connais aussi, qui ont été au podcast, All In Podcast, là, les YouTubers. Ouais. Tu sais, eux disaient, on a commencé, on faisait du 50 000 vues, qui considèrent eux aujourd'hui comme mauvais. Là, 50 000 vues, 10 000 vues. Tu sais, c'est comme on atteignait personne dans l'univers du monde. Là. Puis là, à un moment donné, on a commencé, la courbe a monté. Puis là, aujourd'hui, on atteint des millions de personnes, mais là, on peut vivre de ça super bien. Là. Fait qu'il faut accepter, je pense que c'est long, le processus quand même. Mais oui, c'est super possible. Là. Fait que ça dépend juste de... C'est ça, l'investissement de temps, puis à quel point on peut être partout en même temps. Puis j'ajouterais même à ça, tu me disais, tu veux pas être coach ou mentor, ben peut-être l'as-tu déjà été? Je pense que oui, tu le suis. Beaucoup ad hoc. Mais tu sais, les conférences aussi, c'est une manière de générer des conférences. Je veux dire, moi, j'ai eu des conférences que parce que je publiais du contenu, je pense, parce que, je veux dire, à propos du contenu, on s'entend, mais parce que je publiais du contenu sur LinkedIn, puis je me suis pris comme personne, j'ai dit, 3 mois sur LinkedIn, ça ressemble à quoi dans mes débuts? Voici mes stats, puis j'expliquais comme un study case avec moi au centre de l'histoire. Ben, à un moment donné, c'est comme, t'as l'air à connaître LinkedIn, Jay? Veux-tu faire une formation pour ma business? J'étais comme, ben, ouais, là, je connais LinkedIn super bien. Fait que c'est comme, ouais, parfait, bon, signe un contrat, 2000 $. C'est comme, ça peut prendre plein d'aspects. Ouais. Mais je dirais que ça, les conférences, c'est pas mal ça avec ma principale source de revenus. Quoique le podcast commence à prendre de la place. Exponentiel. Puis voilà. Puis après ça, ça fait 3 mois. Donc, non, c'est ça. Puis 3 mois, c'est long en réseaux sociaux, mais c'est rien dans une vie, 3 mois. Il y a des gens qui changent leur vie au complet en 2 ans avec du contenu, puis 2 ans, au final, c'est tellement rien dans une vie entière. Mais tu vois, justement, si tu me permettrais de passer au point 8, les entreprises qui deviennent comme des créateurs, je serais curieuse de t'entendre parler là-dessus. Ouais. Sous quel tu veux que j'aborde l'angle que je voulais aborder ou t'avais-tu un take là-dessus, toi, en premier, que tu voulais lancer? Ben, en fait, c'est parce que moi, puis dans le premier épisode seul que j'ai filmé, j'ai été quand même assez transparente sur c'était quoi le plan de match. Donc, le balado est évidemment un passion project, mais derrière, la fille de business n'est jamais très, très loin. Ouais, donc, j'avais besoin de comme, justifier ça business-wise, pourquoi je suis en train de faire ça. Puis justement, l'économie des créateurs de contenu, j'y crois beaucoup, même si j'ai de la misère à le quantifier, même si justement, il y a cette insécurité-là que tu ne le sais pas où est-ce que ça s'en va. Mais pour moi, c'était... J'ai réussi au cours des 12 dernières années à me bâtir une mini-crédibilité en tant que femme d'affaires. Bien, pendant que je réfléchis, pendant que je guéris, pendant que je réfléchis, pendant que j'itère, pendant que finalement je prenne une décision de qu'est-ce que je vais faire avec le reste de ma vie, bien, je ne vais pas disparaître complètement parce que sinon, t'es comme... Disparaître de la sphère numérique aussi puis de la sphère publique ça faisait dans un certain sens, là. 1 an presque que j'étais... En fait, quand
quand je suis venue au podcast de Sans Filtre, ça faisait 6-7 mois que j'avais absolument rien publié. Là, puis j'avais sur les plus réseaux, Facebook, c'est ça, j'avais c'est plus vrai. Instagram. C'est vrai. Fait que je suis disparue complètement de la carte pendant 7-8 mois. J'ai fait cette apparition-là. Je suis allée à Gérald Filion après. Puis après ça, j'ai redisparu pendant un autre comme 4 mois. Et là, j'y suis revenue. Puis là, t'es là. Là, on est comme dans les derniers mois. Là, je suis revenue sur les médias sociaux depuis le mois de février. Donc là, ça fait comme 4 mois. Justement, je vois mes audiences qui augmentent. Tantôt, je parlais que j'étais passée de 5 000 à 7 500. Mon Instagram, justement, j'avais fait l'erreur de le déliter. Fait que là, c'est ça, parce que tu l'as pas archivé, tu l'as délite. Fait que c'est ça. Je vais juste le mettre en pause. Mais c'est correct, mais Fait que je suis repartie from scratch de 0 à... Là, je suis peut-être à 2500. Puis... Ce qui est super bon. Puis, ouais. Puis justement, parce que quand... Tu sais, là, je raconte là, on partage les trucs du podcast. Là, il faut que je me mette à faire du behind the scenes du podcast. Ça, c'est... c'est sur la to-do. Officiel en nous. Mais OK, sur la to-do en nous, ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, je finis ma dernière semaine de travail. Pour ça, je pars en vacances avec mon gars pendant 3 semaines. Mais en revenant, direct en revenant, là. Puis si je le fais pas, moi, je vais checker ça. Puis là, tu sais, mais je vais... Puis là... Non, mais oui. Mais... Je vais me faire plaisir de t'écrire. J'attends le contenu bien de signe. J'ai hâte de le voir. Je veux comprendre. Je veux voir les trucs inédits. Justement, parce que... Puis justement, dans le but de éventuellement, quand je lancerai ma prochaine entreprise, ou peut-être que je n'en lancerai plus jamais d'entreprise. Mais c'est ça, je pense que ça a été un questionnement qui a été fort dans les derniers mois, si je me rappelle aussi. Puis après ça, j'ai comme mis ça de côté, puis après ça, là, je reflirte avec l'idée. En tout cas, c'est pas clair. Mais si je relance une entreprise un de ces jours, ou même justement pour promouvoir mes services, bien justement, là, le fait d'avoir une audience, de pouvoir interagir avec du monde, d'avoir des gens qui interagissent, qui connaissent, bien après ça, ça favorise des connexions, puis justement, tu sais. Fait que la mentalité, pour moi, elle a tout le temps été plus dans, au-delà de vivre temporairement, d'avoir des revenus qui proviennent de là, tu sais, pendant un bout, je voulais me lancer dans les salons funéraires. Je suppose que je suis par rapport à ce projet-là. C'est comme t'en as parlé, mais c'est pas... c'est ça, mais si un jour, je me lance dans cette industrie-là, ben j'aurai tout de même, quand même, à peu près 20 000 personnes au Québec qui seront au courant que je suis en train de faire ça. Puis 20 000 personnes qui, aujourd'hui... Mais tu parles de 20 000 au sommet de toutes plateformes confondues. Oui, peut-être même plus, en moi, fait. Je suis comme, tu vas avoir dans 5 ans, bien plus. Oui, mais tiens, mettons, je fais ça dans un an. Là, je suis peut-être à 30 000 toutes plateformes confondues. Mais c'est énorme quand même. Ben oui, c'est fou. Je t'ai envoyé hier, je pense, justement, un post de Gary Vee là, que je trouvais pertinent, mais c'est souvent un post que je vois par plein de monde. J'ai eu juste 10 views. Puis c'est comme, do you know what's 10 views in real life? Là, il met une table de 10 personnes. C'est comme. Ben, c'est quand même plus que ta mère, mettons. Ben ouais, c'est plus que. C'est 10 personnes, bien souvent, que tu connais pas parce qu'en réseaux sociaux, oui, nos amis vont nous encourager, mais quand on revient, je fais un look back à ce qu'on a dit au début, là, tout ce que tu cherches, je trouve de l'autre bord du cringe. Bien souvent, les personnes qui vont te trouver cringe au début, c'est le monde qui sont comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, moi, c'était ça, puis je leur en veux pas. Mes amis, là, je veux dire, c'est normal. Il y a comme un avant-après, c'est comme Jay fait des TikTok. Bon, on va se faire un consensus, la gang. Là. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Là, puis c'est comme, on le dit-tu pas? Puis c'est comme, puis finalement, aujourd'hui, c'est genre, hey, c'est malade. Je suis comme, ben merci. Moi, j'avais un plan, c'est une idée un peu saugrenue, un peu une idée folle, mais c'est genre, ben oui, ça a fonctionné, puis c'est comme, fait que les gens qui te voient, c'est du monde qui te connaissent pas. Produit par un studio SF, cette semaine, j'écoutais un débat entre PH et Doom qui parlait de est-ce que c'est difficile d'être un créateur de contenu? Le fameux débat. Non. Puis Doom, ce qu'il disait, c'est qu'il disait oui, c'est payant, par exemple, pour une mise en ado, que ça fait 17 ans qu'il est investi là-dedans. Oui, elle va charger, je sais pas, 2-3 jusqu'à... Elle dit 15 000 pour un post, puis genre, je l'ai vu là. Mais d'un autre côté, il disait, mais ce n'est que 1% des créateurs de contenu qui vivent bien de tout ça. Mais je trouve que tu apportes une nuance importante parce que je dis pas que tu roules sur l'or, mais tu réussis à vivre et ça t'a, dans le sens que ça t'a, ta création de contenu a fait en sorte que tu t'es rendu là dans tes revenus financièrement. Fait que c'est pas,
comme là, d'entendre cet extrait-là, ça pourrait être décourageant pour les gens de se dire, ah, ben là, finalement, je vais pas me lancer, puis s'il y a juste 1% du monde qui font de l'argent Ils vont avec vivre ça. parce qu'on voit souvent les gros titres. Puis, tu sais, moi, c'est une avocate que je vais la nommer, là, Anne-Marie Da Silva, qui a une agence aussi, là, on n'a pas parlé tantôt, mais on pourrait en parler, mais des agences d'influenceurs, créateurs, il y en a plusieurs au Québec. Ouais. Elle a une agence, bref, Das Much, il y en a d'autres aussi au Québec, mais elle a fait un post à un moment donné, c'était comme la pire erreur qu'un créateur de contenu pourrait faire, selon sa perspective à elle, c'est de parler de son salaire, tu sais. Puis j'étais comme, je vais lire la suite du post, ça me pique ma curiosité, tu sais, l'accroche est là, parce qu'on dirait que le fait de dire Claudie Mercier qui a dit, elle a fait 300 000 dans son année. Ça a été dans le journal à un moment donné. Anto Tran, l'autre créateur, il a fait 350 000. Il est invité à LCN pour dire, ce créateur fait 350 000, ce qui est comme énormément d'argent. C'est un gros salaire quand même. C'est correct, mais toute proportion gardée, c'est quand même dans le 1% quand même, des gens, c'est un gros salaire. Bref, on dirait que là, ça fait juste jaser de l'argent, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Tu sais, moi, Lisanne Nadeau, le dernier article qui est sorti, justement, qui charge X montant pour une publication, des stories, je suis comme, mon Dieu, c'est vrai que c'est quand même cher, mais je suis comme crime, c'est Lisanne Nadeau. Là. Je suis genre, c'est correct. Là, je n'avais pas fait tomber en bas de ma chaise, mais après ça, moi, je commentais des posts de gens qui parlaient de ça, puis j'étais comme, mais cet argent-là va pas à elle uniquement. Il faut comprendre que cette personne-là, d'un, elle est travailleuse autonome, elle a un agent, donc environ 20 à 20, je sais pas son agence prend combien, mais environ 20 à 25, peut-être même 30% de cet argent-là va à son agence. Quand enlève 25% de 15 000, déjà là, tu peux t'enlèver un quart. Environ, je sais pas, là. Tes maths sont bonnes, Jay. 3 000, je sais que 3 500 $, en tout cas, je vais le faire mentalement on the spot, là, 3 500 $, en tout cas, des poussières. Déjà là, ça part. Là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est encore 11 500, Jay, c'est quand même, c'est pas rien. Ouais, après ça, 11 500, elle a-tu fait engager un monteur, un vidéaste, une équipe de tournage, je veux dire, le studio, ça se paye. Je veux dire, est-ce que combien ça coûte? Mettons, enlève un autre 20% de ça. Ouais. 1 sur 5. Un cinquième. Une autre affaire, mettons, un autre 2 000 qui part, 2 3 000. Il reste encore bien 8 000, mais c'est comme bon, mais cette personne-là est travailleur autonome, là, qui connaît un peu la fiscalité, peut-être, dans les commentaires, peu importe. Bon, les impôts, mettons qu'on en met 40% de côté, parce que là, elle a chargé, bon, il y a les taxes là-dedans qu'il faut mettre de côté d'un bord, mais les impôts, un autre 40% là, pour être safe. Là, après ça, 4 x 8, 32, il reste un 4006. Là, t'es comme, là, cet argent-là, là, elle peut en profiter. Techniquement, là, elle peut faire ça. Ça reste beaucoup d'argent. Mais je suis comme, le monde voit 15 000 de revenus. Ah oui. Mais ce n'est pas des profits. Non, elle a une équipe. Puis ça, tu le sais autant bien que moi, que quand tu regardes des bilans, des états des résultats, j'en parle à mes étudiants. Tu peux pas juste regarder le top line d'une entreprise. Non, je suis comme, elle a fait 300 000 de revenus. C'est comme, mon Dieu, je suis comme, hey, peut-être, wait a minute, là. Peut-être qu'il en reste 45 000 dans les poches. Là. Fait que c'est déjà très profitable. 45 000 sur 300 000, tu vas me dire, mais c'est comme. Je pense qu'il en reste plus que ça. Là, mais voilà, mais tu sais, en général, bref, je m'évertue là-dessus peut-être trop longtemps, mais c'est ça. Non, mais c'est un point super intéressant. C'est un point qui, pour moi, est pertinent. Ça, dans ce débat-là, je ne l'ai même pas entendu. Bon, ben on l'entend ici aujourd'hui. Oui, voilà. Mais c'est peut-être un clip, un extrait, mais c'est que pour moi, c'est important de nuancer ça quand on voit ça parce que c'est très clickbait de dire je fais de l'argent, mais moi, je pourrais dire aussi combien je fais de revenus. Puis ça me servirait à rien parce que c'est comme au final, ce qui est important, c'est le net, puis au final, c'est ce que tu veux en faire avec. Qui compte vraiment réinvestir dans ce que tu fais, réinvestir dans la création de contenu. Puis pas faire du contenu pour faire de l'argent, mais faire du contenu aussi au service de l'art, c'est très poétique, là, mais au service de redonner aussi à la communauté puis de partager quelque chose avec des gens qui apportent de la valeur. Voilà. Comme nous, on a fait ben, comme on essaye de faire. Puis là, je sais pas si c'est rendu trop... Mathilde, ça fait combien de temps? 2h09. As-tu encore un 15 ou quoi? As-tu encore un 10? Ben, tu as un dernier sujet. OK, lequel tu choisis? Tu veux-tu choisir ou c'est moi qui choisis? Des fois, tu sais, on peut... je veux bien beau être le prof là, dans ce cas-ci, on va prendre les demandes spéciales. Mathilde, as-tu un sujet demande spéciale, toi? Je vais me servir de l'eau pendant ce temps. Ah. Elle réfléchit. L'attention. Parce que là, tu as ouvert le sujet sur les entreprises qui deviennent des créateurs. Ça, c'est un gros sujet, mais c'est sûr que moi, je voulais surtout parler qu'on humanise tellement les brands en ce moment. Les brands se comportent comme un humain, puis les humains se comportent comme des entreprises. Puis c'est pas moi qui disais ça, c'est Alexandre Champagne qui avait dit ça lors d'un panel que j'avais invité, justement, un sommet que j'avais fait sur le marketing d'influence. Un sommet? Un sommet sur, comme les sommets InfoPresse, les sommets des rendez-vous de la création de contenu, que je salue d'ailleurs. Puis Alexandre Champagne avait dit ça, puis c'est vrai, là, tu sais, c'est comme les brands, en ce moment, on suit des marques parce que ils adoptent la culture du web. Là, je fais un pont entre deux sujets que je voulais aborder, donc la culture. Je sais pas si Mathilde avait un autre, mais je voulais... En fait, je follow pratiquement pas de brand. Mais qu'est-ce qui ferait que toi, t'en follow pas, mais qu'est-ce qui ferait que t'en followerais, que t'en suivrais? Mon Dieu, je vais parler français. Hein? Je vais regarder, mettons...
Je peux dire mon premier argument qui ferait que moi, j'en suivrais une. Je pense que c'est le cas de plusieurs. Vous me direz dans les commentaires, encore une fois. Mettons juste dans les stories, je pense qu'il va falloir que je fasse ça pendant... De voir qui tu suis aussi, faire un ménage. Une entreprise, ça va... Mais quand tu parles mais moi, en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que les entreprises, puis tu sais, bon... Avec Cookit, sûrement que vous aviez des chiffres, vous regardez le nombre d'abonnés, vous avez quand même des pages, des réseaux sociaux. Il y a quand même un département réseaux sociaux dans n'importe quelle entreprise. Des fois, c'est une personne, mais des fois, c'est 2, 3, des fois, c'est plus. Bref, marketing, stratégie, c'est quand même important. Ça occupe une place dans une entreprise en ce moment plus importante qu'elle l'était avant. Mon père est comptable, m'a toujours dit le marketing, c'est une chose, mais c'est souvent... La comptabilité, ça va toujours rester. C'est comme quelque chose de stable, les finances, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ces mêmes gens-là, il y a peut-être qu'un hot take que je vais dire, mais les comptables veulent comprendre comment faire du meilleur marketing, tu sais. Puis les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs comptables sont ceux qui sont un hybride entre des comptables et des bons marketeurs, tu sais. Parce que le marketing fait partie de l'économie des créateurs, mais fait partie de ce pourquoi les gens vont prendre un service comptable, avocat, name it, un produit. Donc, faut bien se vendre, faut bien se marketer, comme on dit depuis le début. Puis où j'en ai avec ça, c'est que... même je vais juste faire une petite parenthèse, mais mettons en business... Même dans un processus de restructuration où il faut que tu coupes les dépenses, il y a tout le temps une très grande sensibilité de oui, mais maintenant, si tu coupes tes dépenses marketing, tes dépenses de vente, tu sais, à un moment donné, tu ramèneras plus de l'eau au moulin. C'est un dilemme. C'est comme la dichotomie entre... Il faut faire attention. Oui. Fait que d'optimiser ses dollars en marketing, évidemment, c'est hyper important. C'est hyper important, puis c'est un des trucs qui est le plus puzzlant aussi là, pour une organisation. Bien, c'est sûr. Puis la dichotomie de dire, plus tu investis techniquement, plus tu es censé vendre, mais la journée où plus tu investis de l'argent en marketing, mais que les ventes ne suivent plus, là, c'est comme, OK, mon dollar investi me rapporte combien? Il y a ce retour sur investissement-là qu'on veut quantifier constamment. Je pense aussi que c'est normal de le faire. C'est bien de le faire parce que si tu veux avoir un bon chiffre à la fin, on parlait du bénéfice, du profit, hopefully un profit, pas une perte. Tu veux ramener ce chiffre-là positif. Des fois, tu vas dire, bon, où chacune des dépenses est faite, puis combien chaque dépense m'a rapporté de dollars. Tu vois, je viens d'avoir un flash sur, mettons, une des seules brands que je suis ces temps-ci. Vas-y. C'est Evive. Et c'est parce que... Québécois. Et c'est parce que Dominique et Claudia ont repris le contrôle du contenu. Fait que je dis pas qu'ils écrivent nécessairement tout seul, mais c'est que c'est leur histoire à eux en tant que parents, en tant que famille, en tant que... C'est vraiment eux pourquoi qui ils ont parti sont le brand, dans le fond. Ouais. Fait que là, c'est plus des... Oui, tu vas les voir faire des intégrations avec leurs produits, mais ils ont fait ce chiffre-là il y a 4-5 mois, puis leur chiffre marche vraiment bien. Ah ouais, mais tu vois, j'ai un peu plus mais que moi, mais... tu pourrais te méprendre que tu pourrais dire que c'est la page à Claudia perso. Ben c'est ça. Puis c'est le point que je voulais en venir, c'est que c'est un super bon exemple, dans le fond. Puis en fait, c'est la chose que je voulais mettre en lumière avec ça, c'est que les brands qu'on va suivre, c'est les brands que c'est comme, c'est une page comme Midday Square, ils vont faire du contenu. Je reprends souvent eux comme exemple parce que je les aime bien puis j'aime les suivre, mais ils vont filmer la rencontre de Head Office, mettre une caméra dans le coin, ils vont chicaner, ils vont publier. C'est comme, tu veux voir les vraies affaires? Ben c'est ça que ça se passe. Tu veux voir un conseil d'administration? On pourrait filmer ça. Tu veux voir c'est quoi? Ben voici c'est quoi. Des fois, des affaires que tu filmes pas, bien évidemment, on s'entend, mais des choses vraies. Puis le monde, c'est comme, ils vont l'écouter le behind the scene. Le succès de Vlog Day Everyday venait de là aussi avec Olivier Primo, c'était de montrer à quel point ils filmaient tout leur quotidien. Il y avait quand même une équipe de 3 personnes, des anciens participants d'OD notamment, puis de l'Île de l'Amour, 2 téléréalités forts qui ont au Québec des dernières années. Mais le point étant qu'ils payaient ces gens-là temps plein. Là. Fait que c'était comme des gens suivaient Vincent Bregard, Mégane Cyr, tout ça, puis ils faisaient du contenu, puis à chaque jour. Mais le brand Beach Day Everyday, qui était comme présenté par Beach Day comme ça, tu sais, mais tout le monde, ça a été repris, ça a été même caricaturé, ça a fait partie de la culture des médias sociaux. Fait que c'est là aussi la nuance de dire, est-ce qu'il faut absolument que tous les brands se comportent comme un humain? Est-ce que tous les humains doivent devenir aussi une business? Parce que là, moi, je suis à mon compte, j'ai une business. C'est où qu'on va avoir un croisement de, on ne sait plus, là, on suit une marque, on se fait-tu vendre des produits? Dans le fond, à tout bout de champ, dans le fond, on est une publicité ambulante, mais en même temps pour soi-même. Puis là, tu sais, c'est ça. C'est un gros questionnement que moi j'ai, puis que ça fait partie de l'économie des créateurs. Mais parce que d'habitude, tu te dis, puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exemple
dans le déploiement de la nouvelle stratégie de EV, c'est que d'habitude, tu te serais dit, tu sais, mettons, Claudia, elle va faire ce contenu-là, puis elle va le mettre de l'avant sur ses plateformes, puis la brand va en bénéficier. Mais là, c'est super C'est sur la page de la brand. C'est sur la page de la brand, mais... Tu sais, moi, je le sais que j'aurais eu de la misère à... Tu sais, je les trouve audacieux d'avoir fait ce move-là. Andréane Marquis va publier du contenu. Andréane, fait que là, Andréane, tu la vois, elle pêche, elle s'occupe de son chien, elle va... Bon, elle s'entraîne sur son tapis roulant le matin. Elle monte parce qu'elle a une plateforme aussi, là, oui. Andréane. Mais justement, après ça, tu vois une différence entre... Puis, tu sais, comme je te dis, je suis pas une grande utilisatrice de TikTok, là. Mais après ça, le contenu de Woman's est vraiment différent aussi. Mais tu le verrais sur TikTok si tu voyais TikTok, par exemple, Woman's. Elle, Andréane, ce qu'elle a fait, puis c'est aussi toutes des itérations comme c'était mais toutes des itérations un peu de ce que Vlog.D a fait. Je veux pas dire que c'était les premiers, mais elle a engagé les employés. Là, ses employés, Samantha, j'ai Lauriev aussi en tête. Moi, je les connais pas, mais je les suis parce que comme sont divertissantes, sont drôles. Mais c'est eux... l'image de Woman's, mais bien évidemment, tout le monde sait que ça appartient à Andréane, mais c'est ces filles-là qui font le contenu. C'était sûrement dans leur contrat, sûrement qu'elles sont payées décemment pour ça. I mean, tu sais, tout est une question aussi de... faut que ce soit bien vulgarisé quand t'arrives comme employé. Faut que tu fasses du contenu. C'est pas comme, fais-en donc en plus de toutes les autres tâches. Eux sont engagés clairement pour une grande partie de ça. Mais après ça, tu sais, souvent dans les PME, ça va être les fondateurs même qui vont faire le contenu parce que bon, ça coûte cher engager du monde, tu sais, payer des créateurs temps plein. Mais moi, Woman, je les suis. Pourquoi? Parce que la brand va adopter des comportements qu'on voit sur le web, dans la culture du web. Ils sautent beaucoup sur les trends, je pense. Hein, il y a des trends qui font partie. Moi, les trends, j'aime dire qu'il y a beaucoup d'experts qui sont pas fans de ça. Moi, j'aime bien les trends, mais j'aime bien dire que les trends deuvent venir remplir des fissures. Tu sais, t'as ta base, t'as ta stratégie, mais les trends peuvent venir s'intégrer facilement pour ajouter du coulis entre deux briques. C'est comme, c'est super bon, une trend, ça peut être payant. Ça solidifie, c'est ça. Ça solidifie ma métaphore est un peu, mais je pense que ça parle. C'est magie, en tout cas. Oui. Mais après ça, t'as ta stratégie, t'as tes piliers de contenu quand même. Oui. Mais la trend peut t'amener un nombre de vues inespéré, puis c'est comme, bon, mais parfait, on vient de rentrer dans des chiffres intéressants, puis ça a fait lumière sur d'autres contenus qu'on a fait qui étaient comme plus vente de produits, tout ça, puis montrer la brand. Fait mais c'est le comportement qu'ils ont, les marques, en ce moment. Là. On prend... Il y a cet exemple-là, puis un des exemples que moi, j'aime beaucoup aussi, c'est Barstool. Oui. Je sais que tu connais peut-être un petit peu moins, mais que je connais pas bien plus de toute façon, mais Barstool... Juste pour le sport, là, Oui, c'est ça, mais eux, en fait, comme par exemple, ils créent du... Je pense pas que c'est une exigence de tous les employés, mais je pense que oui. Je pense que pendant un bout, ça l'était, que tout le monde a comme le mandat de créer du contenu, où ce que le bureau devenait comme un théâtre. C'est comme... 100%. Puis c'est ça qui a fait le succès de cette formule-là, puis justement, c'est que il y a l'effet de groupe aussi, dans le sens que si tu es tout seul qui doit faire de la création de contenu de ton coin, c'est un petit peu, mais si, mettons... Quand t'as une gang qui est là, c'est comme la fille des réseaux, le gars des réseaux, la fille des réseaux arrive. Comment on va faire le contenu? Attends, on part 3-4 personnes dans un chalet. Si toi, tu dis, je vais filmer du B-roll, qui est comme du B-roll, c'est comme des... Du contenu, on va dire, pas paysage, mais du contenu qui... Oui, c'est mettons, tu es en train de filmer un ordinateur ou genre, si tu filmes la lampe, là, c'est du B-roll. C'est ça. Que tu vas utiliser après ça dans tes montages, puis tu vas rajouter une trame d'audio par-dessus. Si toi, tu sais, si on part à un chalet avec 4 personnes, puis tu es tout seul dans ton coin qui a besoin de faire ça, tu sais... Si t'es pas une Cindy Cournoyer de ce monde, puis je sais pas si t'as déjà vu Cindy Cournoyer dans un événement... je la connais personnellement aussi. Là, oui, je sais, mais elle est folle, cette fille-là. Mais elle sait capturer des moments... elle est tout le temps en train de filmer. Elle est magique, puis elle hésite pas... En tout cas, bref. Mais pour moi, c'est... Mais ça vient avec l'expertise qu'elle a développée aussi. Je veux dire, les gens vont dire, comment... Tu sais, moi... Puis je vais pas ramener ça à moi là-dessus, mais tu sais, je fais beaucoup de reviews de restaurants ces temps-ci, puis je voulais pas couper ton idée. Je sais pas si... Je me lance. Mais, tu sais, les gens me demandent... Comment? Vas-y, continue. Mais non, j'ai oublié. Non. J'ai coupé. J'ai y pensé pendant des heures chez nous. Mais je disais juste qu'avec l'effet de groupe, c'est plus facilement entraînant. Puis que Cindy Cournoyer, justement, dans n'importe quel contexte social, elle n'aura pas peur de sortir, elle, son téléphone, puis se prendre à faire du contenu. Puis les gens qui regardent, comme ils vont faire comme... Ou elle va demander, mettons, elle va demander à Lucie, tu sais, ils vont chacun se faire un catwalk, puis après ça, ils vont très bien l'utiliser.
ton anecdote de restaurant. Mais c'est aussi de vaincre cette peur-là de les gens, ils vont me regarder, ben oui, c'est ça. Il filme du contenu, puis c'est comme. Certains vont dire c'est cringe, d'autres vont dire c'est donc impressionnant. Mais, ouais. Mais c'est super. Tu sais, mettons, moi, j'en ai filmé la semaine passée du B-roll, de se filmer soi-même. C'est difficile. Ouais, déposer le téléphone. Puis... C'était quoi ton exemple de Non, mais restaurant? j'allais juste dire, ces temps-ci, tu sais, un de mes piliers de contenu, si on peut dire ça comme ça, sur mes plateformes plus personnelles, je fais beaucoup de reviews de restaurants. Je vais souvent au restaurant, j'adore manger, j'adore les restaurants montréalais, québécois, bref. Puis j'en ai fait presque une quarantaine depuis un an. J'ai comme commencé à faire ça avec ma copine, puis on allait au restaurant, bon... on paye le 3/4 du temps maintenant, mais on allait au restaurant beaucoup, puis on s'est déjà filmé ça, puis j'ai fait une vidéo sur TikTok avec un voice-over. Puis j'ai vu le voice-over fonctionne bien. 200 000 vues. Bon, tabarnouche, je vais en faire d'autres. Puis là, c'est comme, j'aime ça. Puis là, les gens sont comme, t'es bon, Jay, tu filmes ta nourriture, tu filmes l'entrée au restaurant, prends-tu du temps? Je suis comme, ben là, j'ai comme ma mécanique de contenu. J'arrive, je filme le logo du restaurant, je rentre, j'ouvre la porte. Bon, je filme des séquences de contenu, je fais le montage après chez moi, je fais une vidéo. Je veux dire, je profite du souper quand même, tu sais, puis ça a l'air... Pour certaines personnes qui ne connaissent pas ça, c'est comme, mon Dieu, c'est du montage de grande qualité. Je pense que c'est bien, mais je suis comme... C'est quand même toujours bien fait avec mon téléphone cellulaire. Puis la raison pour laquelle je peux faire ça aujourd'hui, c'est parce que je n'ai fait des contenus qui étaient vraiment mauvais, pour pas dire fucking mauvais avant. Puis j'ai compris un peu là, les balayages comme ça, le téléphone, tu vas le prendre. Bon, OK, je me filme un peu comme ça, les genres de différents angles. On voit ton âge, tu te filmes comme ça, tu te filmes pas comme ça. Ben, tu vois comme ça en point 5, parce que j'aime pas ça. Ben, tu vois, moi, je suis un millennial, quand même un jeune millennial, mais il y a tout cet aspect-là de créer aussi une histoire, mais créer aussi un format vidéo qui s'écoute bien puis que les séquences sont fun. Tu sais, Cindy, Lucie sont super bonnes là-dedans. Il y en a plein qui sont excellents là-dedans. Mais c'est impressionnant d'un point de vue extérieur, mais comme toute chose, ça s'acquiert avec le temps. Puis c'est comme tu deviens bon, tu sais. Fait que j'avais toujours fait mes reels. C'est pas comme si j'en ai fait des tonnes, mais mes reels, je les avais toujours fait sur Instagram. Puis, non, j'en ai clairement pas fait ça, mais j'en ai, tu sais, à l'époque, sur mon ancien, tu sais, beaucoup de ma vie personnelle, là, c'est fascinant à quel point c'est, mettons, juste d'utiliser la fonction Reel, là, pour ceux qui l'ont jamais fait, parce que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont même jamais osé le faire. C'est fascinant à quel point c'est tellement facile. C'est instinctif aussi, quand même. Les plateformes sont bien faites. Puis là, je me dis, OK, ben là, OK. Mais la problématique que j'avais quand je faisais des montages Reel sur Instagram, c'est que j'étais bloquée sur cette plateforme-là, parce qu'après ça, du moment que tu télécharges, tu perds l'audio. Ah oui. Puis, fait que cette semaine, je me suis dit, bon, ben je vais apprendre CapCut sur desktop, sur la version ordinateur. Autre monde, mais non, mais j'ai suivi 3 tutoriels de 7 minutes. Puis comme j'avais une mini-expertise quand même en montage, mais j'ai suivi 3 tutoriels de 10 minutes. And there you go. Ça doit être pas si pire que ça. En plus, il y a plein de belles fonctionnalités puis tout. Mais tu sais, des fois, on se bloque pour des affaires. Hey, tu sais, c'est comme... C'est accessible. Oui, tu peux avoir accès à ça, tu sais, n'importe qui. C'est régletos, n'importe qui est capable de faire du montage à partir de maintenant. Exact, puis c'est sûr que là, on va dire c'est jamais parfait, mais ça peut être parfait pour le niveau que tu es en ce moment, puis tu vas t'améliorer au fil du temps, puis tu vas découvrir des facilités avec d'autres choses, puis tu sais, tu vas l'améliorer, puis le contenu que tu as fait aujourd'hui, tu vas dire, mon Dieu, que c'était pas si bon dans 5 ans, parce que le but, c'est de s'améliorer constamment. Mais oui, les outils sont le fun pour ça. Ils sont le fun, sont accessibles. Puis oui, puis les compagnies, justement, les utilisent à leur avantage aussi pour ça, en mettant les employés devant leur brand ou mettant l'entrepreneur, juste pour en nommer quelques-unes, si tu permets, que je suis des amis à moi aussi, mais tu sais, Ouya, que tu connais sûrement, Ouya Infusion, peut-être, comme brand, qui font beaucoup de contenu sur leur réseau, les 2 fondatrices, Malté, Pretty Ugly Company aussi, qui est une brand de salsa, tomates recyclées, bon, éco-responsable, économie circulaire. Tu sais, c'est du contenu que je pense pour eux leur a apporté de la visibilité, oui, mais est-ce que c'est ça à 100% qui a fait qu'ils ont signé l'épicerie dans laquelle ils sont rentrés? Je sais plus quel nom, mais tu sais, les bannières d'épicerie, pas 100% ça. Ils ont travaillé fort, c'est sûr, mais le contenu leur a amené une crédibilité qui aura fait que ça les a sûrement... ça leur a pas nuit, tu sais. Mais c'est sûr. Je pense, je me souviens plus c'est quoi les chiffres officiels, mais je pense que 40% des gens qui étaient abonnés chez Cookit, la raison numéro 1, c'était Judith. Ben, c'est ça. Ben, c'était d'avoir de la bouffe à chaque semaine. Mais en fait, pourquoi ils choisissaient Cookit au lieu d'un compétiteur? Je vais le dire comme ça. Là. C'était l'entrepreneur derrière. C'était l'entrepreneur puis de l'histoire que mon équipe
difficile sur les médias sociaux, puis que moi aussi, fait que je faisais des conférences, puis là, tu sais, à la gang de 150, 200 personnes, 1000 personnes, je racontais l'histoire de Cookit. Quand tu arrives à prendre une décision d'achat, est-ce que je vais avec Good Food ou je vais avec Cookit? Je connais plus Cookit. Tu connais plus l'histoire de Cookit. Fait que de raconter l'histoire, de se mettre de l'avant en tant qu'entrepreneur. C'est tout ça. Puis là, je sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais juste... Dans 5 minutes, je passe sur la trappe au crocodile. Puis... Ah, merde, OK. Mais non, mais j'avais un point, puis on en a parlé un peu, je l'ai effleuré, puis je trouvais ça pertinent. Si on termine là-dessus, ça va être pertinent. Si on ajoute des choses par-dessus, bref, ça va être aussi pertinent. Mais je voulais amener le point de la culture. Puis là, t'es comme économie des créateurs, culture. Peut-être ne voit-on pas le lien en ce moment. Mais on parle beaucoup de culture, pas dans les médias aujourd'hui, avec les créateurs de contenu. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, on en a beaucoup parlé aussi. Il y a eu le gala Influence Création, 3e édition. Je n'ai pas pu y être cette année, mais qui a eu lieu il y a quelques mois déjà, je pense en mai dernier. Bref. Et juste sur le gala Influence Création, je veux juste faire remarquer le nombre. C'est Mathis qui travaille avec nous, là, Mathis Bugeaud, qui me faisait remarquer ça, le nombre faramineux de commanditaires. Oui, ils n'ont pas eu. Ben, ils ont travaillé fort, mais je pense que le monde, au fil du temps, se sont même garochés à commanditer ça. La ville de Laval, la ville d'ici, le gouvernement du Québec, des gens qui ont des grosses enveloppes budgétaires. Je dis ça, je dis rien, là, mais c'est juste à quel point... Ça prend de l'espace, puis c'est ça qui arrive, c'est que là, les gens, bon, est-ce que c'est trop tard qu'on s'y intéresse au point de vue politique? Bon, je suis de l'école de dire c'est jamais trop tard, là. Bon, enfin, on s'y intéresse, mais bon, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des trucs qui vont arriver, sûrement, peut-être pas des lois, mais tu sais, bon, des décisions qui vont être prises autour du contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'élément central de ça, c'est la culture. On est comme, les créateurs de contenu sont le vecteur culturel du Québec. Là, si on revient dans notre territoire qu'on est, là, le Québec, les créateurs de contenu, oui, il y aura toujours le théâtre, oui, il y aura toujours les musées, oui, bon, les films, les livres, et moi, je suis très fan de tous ces trucs-là aussi. Mais c'est vrai qu'en ligne, on a une culture des médias sociaux qui est vraiment unique. Puis même, j'irais même jusqu'à dire, tu sais, les pages de mimes, je sais pas si t'en suis ou t'en vois passer des fois des mimes. Bon, c'est la mémétique, là, le mime fruité, pour pas le nommer, mais Vincent Hout qui est derrière ça, tu sais, qui travaille aussi en agence, tu sais, il a bâti une page de mimes. Il a fait l'objet de plusieurs reportages aussi, de documentaires. Tu sais, un meme, c'est une façon de communiquer aussi avec des gens. Qu'est-ce qu'un meme? Un meme, ça, j'allais dire. Est-ce qu'on sait c'est quoi un meme? Je pense que tout le monde sait c'est quoi. Rapidement, c'est une photo statique qui va témoigner d'une opinion, tantôt politique, tantôt sociologique, tantôt humoristique. Bon, un mix de tout ça ensemble, quoi. Ça peut être le cas, mais le meme, la mémétique, puis c'est sur un balado que je te parlais aussi off-cam de Café Snake, que j'entends beaucoup parler de ça, de Mounir Kadouri et Daphné, sa conjointe qui anime ce balado-là et qui parle beaucoup de culture du web. Sont comme le meme fait partie intégrante de nos comportements aussi en ligne. Puis même sur TikTok, il y a des memes vidéo, on va dire, des trucs vidéo qu'on va reprendre, certains trucs. Puis ça, des fois, la naissance de trend part d'une affaire autant niaiseux qu'un meme. Puis on va se rappeler du meme qu'on a vu sur telle situation sociologique ou humoristique ou économique pour communiquer des idées. Puis je pense que de comprendre la culture du web, autant pour un créateur de contenu comme toi et moi, que pour les marques, c'est primordial pour faire sa place en ligne, tu sais. Puis je mets l'accent là-dessus parce que encore trop peu de gens vont dire, ben moi, je veux faire du contenu. Les gens s'intéressent pas à mon contenu. Ils vont dire, je suis jailed sur TikTok, j'ai le ban sur TikTok, j'ai de 300 vues, là, j'arrive pas à faire plus que ça. Pourquoi l'algorithme? On est vraiment comme nombreux à vouloir, pas moi, mais beaucoup de gens sont nombreux à vouloir chialer là-dessus. L'algorithme, là, il me bloque. Mais je suis comme, tu sais, repense à ton contenu puis essaie de voir comment tu peux l'adapter culturellement aussi à qui tu veux t'adresser. Je veux dire, moi, si demain matin, j'allais ailleurs dans le monde pour faire du contenu puis je voulais développer une audience, on va dire en France, francophone, on va dire peut-être pas une autre langue, ce serait compliqué, mais moi, en France, évidemment qu'il faudrait que je m'adapte à la culture française aussi, à comme certains référents que les Français ont, que je pourrais ne pas connaître. Puis évidemment que mon contenu serait toujours moi-même, mais adapté à la culture des Français, là, tu sais. Fait que j'ai pas le choix de ça. Puis ça revient aussi, je fais une incursion sur ça, à quel point OD, c'est un phénomène culturel au Québec. On en a parlé un petit peu, mais c'est parce qu'au Québec, on est un peuple une population de patineurs. On aime ça patiner, on aime ça gossip. Ben ça a fait jaser, c'est devenu plus gros que nature aussi. Puis les marques l'ont compris, ça aussi, de s'intéresser à la culture. Le gala Influence Création en est un beau témoignage, mais tu sais, moi, j'étais content, surpris, trouvé ça drôle de voir une Lucie de Lafleur, tu sais, le personnage Lucie de Lafleur, qui est un personnage. Oui, qui est un personnage, la gang, là, je vais le dire encore, mais il y a encore des gens qui vont dire c'est pas. Non, c'est un personnage, c'est une création de Andrew, que tu connais aussi, que j'adore aussi, que je connais bien. Mais tu sais, cette équipe-là a créé quelque chose, mais c'est culturel, là, la caissière. Le personnage de la caissière dans une
chez Lafleur, tu sais, un hot dog burger, tout Mais ça. en fait, puis- c'est qu'ils ont embauché une actrice pour devenir caissière dans les publications, dans le contenu qu'elle a déployé sur les médias sociaux. Exact, pour Lafleur aussi. Ouais. Mais comme cette Mais marque-là... Lucie, il elle de- travaillait pas. Lucie, son vrai nom, je pense pas que c'est Lucie. Ben non, puis je pense... je pense que dans l'UDA, là, tu sais, puis je pense Oui, que, tu c'est sais, ça. je veux dire, mais elle joue super bien ce rôle-là, mais elle est devenue, comment je peux dire ça, tu sais, elle a présenté un prix, puis c'était comme, allô, mes petits, tu sais, genre, je sais pas comment elle les Elle était là appelle. où qu'elle a influence? Ouais, je l'ai Ah, vu, pas vu. j'étais pas là cette Ah année, ouais. j'y étais aux 2 premières éditions, mais j'étais pas là, malheureusement, cette année, j'étais au Téléthon, Opération Enfant Soleil. Mais, que je salue aussi. Mais bref, Lucie, elle était là, puis elle présentait un prix, puis elle était comme, allô, mes petits, puis là, j'oublie le nom qu'elle a dit, mais elle appelle ses abonnés, ses petits hot dogs, mais ses petits, en tout cas, un nom bien à elle, puis tu sais, C'est estimé. c'est petit estimé, en tout cas. Ah, Peut-être j'ai que c'était faim, ça. là. Mais bref, elle présentait ça. Mais tu sais, les gens étaient donc contents de voir Lucie tu sais, dans la salle. On sentait que c'était drôle. Puis tu sais, les gens s'identifiaient à ça. Mais ça reste une création de toutes parts par une agence. C'est un personnage, mais qui personnifie l'image de la caissière qu'on a déjà toutes vue ou connue ou tu sais, dans une au Lafleur ou que ce soit au Tim Hortons, une autre place tu sais, qui était tout le temps comme bonjour, un petit café, tu sais, puis tout le temps comme joviale puis contente d'être là. Puis c'est comme ça te fait ta journée. Tu sais. T'es genre, hey, elle a une job, tu sais, c'est tough. Puis, tu sais, tous les matins, elle fait ça. Puis, je vais prendre mon hot dog, je vais prendre mon café. Mais là, elle me sourit. Puis, es-tu fine, Lucie? Puis là, c'est comme, m'aller chez Lafleur, dans le fond, moi. Tu sais, c'est genre, c'est ce contexte, c'est ça qui est fou en ce moment qui est en train d'arriver. Tu sais, Maxi le fait bien aussi. J'ajouterais même un chocolat favori qui a engagé même un créateur de contenu pour faire du contenu pour eux sur TikTok récemment. Un Gabriel Gagnon qui est suivi par plus de 250 000 personnes sur TikTok. Lui, qui est un gars de 22 ans, Gen Z, comprend les codes aussi de la Gen Z, donc s'adresse à un public plus jeune, mais qui seront tantôt des consommateurs de cette entreprise-là. Donc, puis comprend la culture aussi, bon, du Québec, puis fait plein de vidéos, tu sais, très, Là, très t'as drôles. oublié les Abaciello de ce monde. Oui, les Abatiello, oui, mais là, comment ne pas les nommer, mais j'en ai beaucoup parlé aussi sur mes réseaux sociaux, je les nomme souvent en conférence aussi. Je pense que les Abatiello, bon, on va pas parler longtemps là-dessus, puis m'évertuer longtemps sur eux, quoi qu'on pourrait. Je les trouve super bons. On a connu leur passe difficile, je pense qu'on a parlé aussi avec Elisabeth dans le balado dans lequel tu l'as reçu, mais je pense qu'ils ont connu aussi les limites de ce qu'ils ont pu faire Ouais, ils sur ont les réseaux essayé sociaux. Ah, Hein, quoi? ils ont essayé de... Ils ont essayé de voir, tu sais, puis après ça, c'est dur, ils sont 5, tu sais, c'est dur déjà de contrôler une personne soi-même, 2 personnes, ajoute-en 3 autres, fais-en 5. C'est dur, incluant leur père, sont 6, ils ont comme bâti. Mais ça reste quand même que cette famille-là, moi, je l'ai nommé souvent en conférence, comme l'univers à Abatiello, Salvatore, c'est immense, là. Puis ce qu'ils ont bâti, c'est très précurseur, puis c'est super bon. Puis même s'ils ont eu des tempêtes par certains moments dans les derniers mois, dur à gérer, c'est sûr certain que j'aurais pas voulu être à la place d'Elisabeth ou son frère Guillaume quand c'est arrivé. Ouais, mais c'est quand même positif, somme toute, là. puis tu regardes, je sais pas si tu as déjà été justement sur le profil Instagram d'Elisabeth, Je mais suis tu sais, tous personnellement. tu peux remonter, là, puis tu peux remonter, puis tu peux remonter, Elle en a puis fait, tu peux là. remonter. La fille, depuis les 10 dernières années, à tous les 2 jours, elle publie. Elle a une constance, une rigueur. Fait que, tu sais, évidemment, avec une certaine communauté, justement, quand tu pousses les lignes de qu'est-ce qui va faire un clickbait, tu sais, puis après ça, on avait cette conversation-là, puis... Enfin, je réécoute, je pense que j'ai vu des bouts, mais je ne l'ai pas écouté au complet, mais... Mais, tu sais, après ça, c'est de donner son opinion, tu sais. Évidemment Oui. que... il va arriver des dérapages Ouais. dans ce cas-là. Mais d'un autre côté, tu vois, eux, je trouve que c'est l'exemple parfait de... Eux, ils osent aller de l'autre côté du cringe. Dans le Exact, sens que- tu sais, mais ça me permet... Puis, ce qui fait, entre autres, que... Puis les gens qui aiment Elisabeth Abatiello, Ils sont fans. ils sont fans Ouais. incroyables. Et ça, moi, je C'est- l'ai vécu. Ouais. J'ai eu personne qui a eu cet impact-là au balado. Ouais, les J'en ai- views, elle a eu beaucoup. J'ai vu, je pense, c'est 20 000 sur YouTube, j'ai vu récemment. Ouais, ça a Tu sais, été- ça a été un ma- gros ma- épisode aussi, quand même chaud aussi dans le moment où tu l'as sorti, parce que je pense que ça faisait pas si longtemps Ouais. que ça avait été dans les médias, tout Ouais. ça. On a bien bouncé sur l'actualité, Mhm. mais c'est de tous les invités que j'ai eus sur le podcast, 100% celle qui a des fans le plus dévoués. Mhm, mhm. Puis ça puis c'est sûr qu'il chérit ça et qu'elle chérit ça, mais ça me permet aussi de dire ça. Puis je sais pas si ça va être la phrase de la fin sur laquelle on va conclure, en soit train de me dire inspirant. Mais oui, je pense que ça va être inspirant, ou du moins un bon truc.
tu sais, si t'assumes pas ce que tu dis, si t'es pas conscient de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, puis ça, être conscient de soi-même, c'est très large. Là, je suis pas psychologue, mais c'est quelque chose de très important à être humainement parlant. C'est à l'école de l'humour que j'avais appris ça aussi, justement, quand on écrit des blagues, il faut être conscient de ce qu'on écrit, puis être conscient de où on peut aller aussi. On l'a vu, là, l'humour, ça peut être très, très large. Mais ma prof de l'époque me disait, tu sais, quand tu écris une blague, il faut que tu assumes à 100% ce que tu vas dire. Parce qu'on peut rire, de tout. Là. On peut rire, l'humour, c'est large. Mais la fois que ça fonctionne pas puis que tu l'assumes pas à 100%, que tu n'es pas conscient à 100% de l'impact de ton action que tu viens de faire, ta blague, ton post, ta vidéo, puis que tu cliques sur post quand même, publier la story, publier une telle affaire, publier ça sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de la colère, sous l'effet d'avoir été à une émission de radio, par exemple, d'avoir pas aimé ce qui s'est dit, sous l'effet d'avoir... Peu importe, tu es sur l'émotion, puis tu es comme, faut que je le fasse, là, puis tu n'as pas pris le temps de prendre un step back, puis de faire comme... pourquoi je me sens de même? Là? Je me sens, faut que je pose, mais pourquoi dans le fond? Tu n'as pas fait l'exercice de faire ça, puis tu n'assumes pas ce que tu dis. Mais ça se peut que le lendemain, tu le délites, mais il est déjà trop tard. Ce qui est posté à la seconde près reste en ligne, il va être repris par des pages. Et quand tu es vraiment connu, quand tu développes une plateforme, et j'ose espérer aussi que ta plateforme va augmenter encore plus et que tu vas être rendu à 100 000 abonnés sur YouTube d'ici 2-3 ans. Moi, je vois dans le futur, je le dis. I said it here. Mais plus tu es connu, plus ton impact de ce que tu dis a un impact, puis plus c'est rapidement repris par d'autres pages. Oui. Guillaume le Métis-Vierge. 100%, il y en a plein, je pense, m'évertuer longtemps, mais je veux dire, moi, c'est ça. Donc, être conscient de ce qu'on fait, assumer à 100% ce qu'on dit. Si tu assumes à 100% ce que tu dis, puis c'est un hot take, là, et tu l'assumes, tu es prêt à en débattre. Écoute, je l'ai assumé, là, mais influenceur, j'étais à la radio pour débattre sur l'influence. Je suis comme, challenge-moi, ça me dérange pas. J'assume 100% de ce que je m'en viens de dire ici. Mais on dirait que tu te sens déjà mieux. Puis tout va bien et ta santé mentale aussi. Donc, Quel magnifique. C'était une longue fin, mais en tout cas, non, c'est ça. C'était parfait. Voilà. Merci énormément. C'était hyper le fun. J'espère que ça m'a fait réfléchir à plein d'affaires. Puis j'espère que tu as eu du fun. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de fun. Puis je suis content qu'on l'ait refait. Oui. Puis je suis content qu'on ait pris cet angle-là parce que je pense que ça a amené des discussions plus profondes puis que les gens vont aimer. Je pointe la caméra encore une fois. Je me suis dit, cette caméra-là, c'est la mienne. M'a pointé, mais ouais. Ben, merci beaucoup, Jay. Puis bonne semaine à tout le monde. Ciao!